merci d'être venu, merci d'être là pour cette première conférence de l'année 2024, La nature et nous. Et M. Zeppa nous fera la conférence sur l'alimentation du chien et du chat. Très important d'ailleurs, et je suis ravie qu'il soit là parce qu'aujourd'hui, il faut bien signaler quand même que nous sommes le 23 février 2024 et que Jacques Bouillot aurait eu 100 ans aujourd'hui. On ne l'a pas fait exprès, hein, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai réalisé que... Voilà. Et l'association Maison de la Nature Jacques Bouillot Simba Nature a été créée par Jacques Bouillot et moi-même en 2002. Donc, chose curieuse aussi, en 2024, on sera dans la 23e année de la création de l'association. Alors, au début, la création de l'association, c'était pour regrouper les collections d'histoire naturelle de Jacques Bouillot, qui était un excellent taxidermiste, dans une maison de la nature à la Flèche. Une maison de la nature Jacques Bouillot. Et jamais la Flèche ne nous a ouvert les portes. Du coup, les collections, eh bien, nous les avons gardées 12 ans avec M. Bouillot dans un hangar à la Flèche, et nous avons payé 450 € par mois pendant 12 ans. Et ces collections, au décès de M. Bouillot le 14 avril 2009, ont été récupérées par la famille. Et justement, j'essayais de voir si on pouvait faire quelque chose, mais malheureusement, ces collections, la conservatrice du Prytanée national militaire de la Flèche me l'a signalé, sont en perdition dans un sous-sol à Champossé-sur-Loire et dans un container à Château-Gontier. Et ces collections auraient pu être vraiment, pour les enfants, très intéressantes, mais au niveau de M. Le Ménère, tant que le petit-fils, qui est toujours présent derrière nous, ne donne pas le feu vert, rien ne se fera. Donc nous ne pouvons être que le trait d'union maintenant, hein. Nous n'avons pas les collections. C'est ce que j'ai demandé à Bertrand Séché encore récemment, mais malheureusement, il ne m'a pas encore répondu. Donc l'hommage à Jacques Bouillot, nous le poursuivons, même si cette maison de la nature n'est pas faite. Comment le poursuivons-nous? Par un hommage que nous souhaiterions rendre. J'ai travaillé avec ça avec le colonel Emmanuel Dosser et Hervé de Solage au Prytanée national militaire de la Flèche, où tout est prêt, mais à 2 jours de l'hommage, le 25 novembre 2022, le petit-fils a tout arrêté par un article dans la presse en disant qu'il ne voulait pas de l'hommage pour son grand-père. On avait acheté les arbres, la plaque était faite par le commandant Benoît Méderlé, avec qui j'ai travaillé longtemps, sur le terrain, au Prytanée, hein, et ben, pour l'instant, nous sommes en suspens, c'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous au colonel du Prytanée national militaire de la Flèche récemment. Alors, nous avons des projets, bien sûr, pour le naturaliste, et notamment, la personne qui est discrète et derrière vous là-bas est Philippe Auger, un dessinateur, et on va vous parler pourquoi, on va vous dire pourquoi tout à l'heure, il nous a rejoints dans cette soirée. Donc, je le laisse parler de ça, moi je ne dis rien, parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Nous avons aussi, nous aimerions faire du street art, c'est-à-dire à la Flèche. Il y a une entreprise qui est d'accord pour qu'on puisse mettre Jacques Bouillot et son lion sur un mur qui irait, une fresque quoi, du street art, qui irait vers le parc zoologique de la Flèche. Seulement voilà, nous avons un petit hic, c'est compliqué. Ce que nous voulons faire comme projet, il faut beaucoup d'argent. 12 000 € pour le premier. Si nous voulons faire le street art, 10 000 €, et c'est quand même de l'argent qui ne se trouve pas comme ça. Donc, on va vous expliquer ce qu'on fait tout à l'heure, justement, pour pouvoir obtenir de l'argent et faire une reconnaissance officielle à Jacques Bouillot. Parce que Jacques Bouillot est un grand, il a été un novateur, un précurseur, et c'est vrai que si on lui rendait hommage, notamment par une plaque du fondateur à l'entrée du parc zoologique de la Flèche. Malheureusement, les personnes qui ont ce parc actuellement ne répondent pas ou ne souhaitent pas faire quelque chose. Nous avons en 2019 porté un projet avec les adhérents de l'association, que je remercie, Florence qui est là, Françoise et d'autres. Nous avons porté un projet de giratoire Jacques Bouillot à la Flèche, et nous avons réussi à faire ce giratoire Jacques Bouillot, qui n'est pas forcément très très joli, mais qui existe et qui a été inauguré par Christelle Morancet également.
Donc, je disais de dépassionner le débat, parce qu'il y a quand même un peu des rivalités en fait, au sein des spécialistes de l'alimentation. Il y a alors la plupart des spécialistes reconnus, en fait, qui sont des vétérinaires, sont assez pro-aliments industriels. Donc, beaucoup de croquettes, en fait, un peu les pâtés aussi, mais beaucoup les croquettes. Et c'est le gros du marché actuellement. Hein, tous les grands fabricants, c'est leur principale vente, ce sont leurs principales ventes, les croquettes. Et d'un autre côté, on a ceux qui refusent complètement les croquettes, avec actuellement un régime, on va en parler un petit peu, c'est le régime BARF, ça s'appelle. C'est le BARF, ça veut dire aliments crus biologiquement appropriés. Et c'est un vétérinaire aussi, un vétérinaire australien, qui a créé ce régime-là. Et donc là, il y a carrément un refus des croquettes. Donc peut-être qu'on peut, entre les deux, essayer de trouver un compromis. Et le compromis, en fait, ça ne va pas être de dire ce qui est dans l'absolu bien ou pas bien. Je pense qu'il faut s'adapter à chaque cas. C'est-à-dire que chaque propriétaire d'animal a ses propres contraintes, chacun attend quelque chose de l'alimentation. Donc il faut tenir compte de tout ça. C'est pas simplement d'imposer des choix, mais de laisser les propriétaires choisir. Et donc c'est ce que j'ai appelé moi, la méthode S3P. C'est-à-dire qu'il y a 4 points et il faut définir ses priorités. Donc le S, ça veut dire santé. Donc en principe, je pense que la plupart des propriétaires veulent l'aliment qui est le meilleur pour la santé de leur animal. Donc ça c'est normal. Mais il y a d'autres contraintes derrière. Alors la première, c'est l'aspect pratique de l'aliment. C'est-à-dire que si une personne ne veut pas préparer des rations pour son animal, ce n'est pas la peine de l'imposer. Il vaut mieux passer à de l'aliment industriel. Et puis, en fonction aussi d'un autre critère qui est le prix, et bien ça aussi c'est important, parce qu'on ne peut pas se permettre d'acheter tout. Hein. C'est le budget qu'on peut consacrer à l'alimentation de l'animal, c'est quand même important. Donc, moi j'ai un monsieur par exemple qui m'a dit il prend des aliments en fait, qu'il fait faire, c'est du surgelé, mais tout, c'est des rations jour par jour faites pour l'animal. Alors il m'a dit, ça va, ça me coûte à peu près entre 360 et 370 euros par mois, c'est bon. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc, surtout si on a plusieurs animaux, c'est encore... Donc voilà, donc le prix c'est un critère aussi important. Et le dernier critère, c'est le plaisir. Alors le plaisir, c'est le plaisir de manger pour l'animal, et ça peut être aussi le plaisir de préparer pour son animal. Hein. Donc c'est le contraire de la personne qui veut quelque chose de très pratique. Les gens qui, au contraire, c'est un rapport affectif à l'animal, le fait de pouvoir lui préparer des rations alimentaires. Donc il faut en tenir compte aussi. Donc voilà, on va voir à ce moment-là chaque aliment, comment il se situe au sein de ces 4 critères. Alors, on va surtout voir les 3 principaux qu'on le rencontre. Il y a les croquettes, bien sûr, on a dit, les pâtés et la ration ménagère, c'est-à-dire préparer soi-même. Alors maintenant, il y a des sociétés qui proposent de faire des rations ménagères toutes faites, qu'on n'a qu'à acheter et puis distribuer. Donc ce sont les 3 grandes. Alors il y a d'autres, on rencontre d'autres types d'aliments, mais c'est un peu plus anecdotique. Ce sont alors il y a les déshydratés. C'est un peu différent des croquettes. Hein. Les croquettes, c'est un système de fabrication qui s'appelle l'extrusion, alors que déshydrater, c'est simplement faire pourrir un courant d'eau, d'air chaud sur les aliments pour petit à petit les déshydrater. Donc c'est moins violent que l'extrusion. Après, il y a les aliments lyophilisés, comme nous on a. Hein. On peut en acheter, en fait, les pâtes toutes prêtes, là, les préparations, là, on met juste de l'eau dedans et puis ça reconstitue. Donc ça existe pour les animaux. Mais c'est anecdotique parce que c'est extrêmement cher, et puis il y a très peu de sociétés qui font ça. Ce sont plutôt des sociétés nord-américaines qu'on trouve qui font ce genre d'aliments. Mais là, on atteint des prix vraiment très très élevés. Donc il y a ça, et puis on verra. Il y a d'autres. Maintenant, il y a des croquettes aux insectes, des choses comme ça. Il y a plein de choses. On va peut-être en parler un petit peu. Donc ce sont les 3 principaux. Et au sein de ces aliments-là, on a, je mettais il y a les céréales ou pas de céréales, le gluten, le bio, le vegan, donc les insectes aussi, je disais. Donc on a toute la chose, et dans la ration ménagère, c'est pareil. On a les rations cuites, crues, il y a tout un tas de rations possibles. Donc on va peut-être pas pouvoir faire le tour de tout ce qui est possible. Ça prendrait trop de temps, mais on va en parler un petit peu, en fait. Allez, on commence. Alors le premier critère, c'est l'aspect pratique.
Alors sur l'aspect pratique, il y a plusieurs points. Donc, est-ce que c'est facile de s'approvisionner? Est-ce que c'est facile, le stockage est facile? Est-ce qu'il y a de la préparation ou pas de préparation? Et est-ce que c'est facile de le distribuer, en fait, de l'administrer à son animal? Alors sur ce point-là, l'approvisionnement, on voit, hein, c'est sûr qu'on trouve très facilement des croquettes. On en trouve partout, on peut se faire livrer, c'est vraiment un aliment qu'on rencontre très facilement. Après, les pâtés aussi, hein, même si c'est peut-être un peu, on en trouve un peu moins, mais on en trouve beaucoup aussi. Et la ration ménagère, alors c'est pas difficile de se fournir parce que il suffit d'aller faire ses courses, mais il faut aller faire ses courses. C'est pas simplement être livré chez soi ou il faut acheter un paquet. Il faut acheter donc la viande, les légumes, tout ça, donc il faut prendre plus de temps. Donc il y a ça. Après, sur le stockage, les croquettes, c'est facile à stocker. Hein. Il suffit d'avoir le paquet et puis voilà, on le ferme bien et ça se conserve longtemps. Les pâtés, c'est facile aussi, sauf que ça prend beaucoup plus de place parce que pour un animal, quand on donne 100 grammes de croquettes, il faut donner à peu près 300 grammes de pâté pour avoir l'équivalent. Donc ça fait un volume beaucoup plus important, plus les boîtes, comme ça, donc c'est un peu plus banqué. Et la ration ménagère, c'est un peu plus difficile parce qu'il faut garder au frais, soit congelé, comme ça, il y a des contraintes autres en fait. Alors en plus, si on se fait livrer des aliments tout faits, il faut d'assez gros congélateurs pour pouvoir, parce que les sociétés livrent en principe pas moins de 30 kg à la fois. Donc il faut 30 kg, c'est un congélateur de 75 litres à peu près, donc ça représente pas mal. Nous à la clinique d'ailleurs, on stocke, nous en fait, pour que les gens aussi puissent en prendre pour moins grosse quantité. Et c'est vrai qu'à la clinique, on a 3 congélateurs de 500 litres et un de 300 litres pour réussir à stocker tout ça. Donc voilà. Donc ça, après la préparation, c'est sûr que les croquettes, il n'y a pas de préparation du tout. Donc c'est facile, il suffit de verser dans la gamelle. Les pâtés, pas beaucoup non plus, hein. Bon, c'est pas beaucoup plus difficile à distribuer. Par contre, la ration ménagère, oui, là, il faut préparer ses aliments. C'est pas si compliqué que ça, hein. Il n'y a pas besoin d'une grosse préparation, d'autant plus que le chien et les chats mangent très facilement cru. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire cuire les aliments. À part les légumes crus, ils apprécient moins. Mais sinon, il n'y a pas la préparation, et c'est pas si importante que ça quand même. Et puis la distribution, c'est pareil. Toujours croquettes, pâtés, c'est très facile à donner. La ration ménagère, il faut faire un peu plus attention à la conservation, à ce que les aliments soient... à ce qu'on voit quelquefois, on voit sur les sites d'ailleurs le régime BAF, des gens qui congèlent, qui décongèlent, qui recongèlent, comme ça. Et ça, surtout pas. En fait, c'est comme pour nous, une fois décongelé, on ne recongèle pas un aliment. On voit que les chiens peuvent supporter très facilement. Maintenant, on voit des gros problèmes à cause de ça. Donc, il y a des règles à respecter. Alors, sur l'aspect pratique, c'est sûr que l'avantage aux croquettes, largement. Donc, si pour certaines personnes, c'est leur priorité, l'aspect pratique, ce sont les croquettes pour ces gens-là. Donc, le deuxième aspect, le prix. Alors, j'ai divisé le prix en plusieurs... décomposé le prix en plusieurs catégories aussi. Alors, le prix de la matière première. Alors, la matière première, ce qu'il faut savoir sur les aliments industriels, c'est que la matière première représente peu par rapport au prix total. C'est-à-dire que si on prend, il y a la marge du fabricant, il y a la marge du distributeur, il y a la marge du vendeur. Après, il y a le marketing, il y a la préparation, le packaging, le transport, ça. Et globalement, il reste en général moins de 10% pour la matière première. C'est-à-dire que quand on achète un sac, maintenant c'est assez cher, un sac de 12-14 kg qui vaut 100 €, et en fait la matière première, c'est moins de 10 € souvent. Et donc ce qui veut dire que quand on nourrit un animal, alors un sac de 14 kg, on peut nourrir un chien de 35-40 kg pendant un mois, mais quand on se dit qu'on va nourrir un chien de 35 à 40 kg avec moins de 10 € pour un mois, on peut imaginer que la matière première, on ne peut pas mettre de la super qualité, quoi, hein. C'est même pas le prix d'achat de la viande aux agriculteurs, quoi, hein. Donc il faut vraiment prendre des aliments en fait plutôt bas de gamme, en fait, des ingrédients bas de gamme. Alors les pâtés, c'est un peu la même chose, sauf que quelquefois, comme ça se voit plus ce qu'il y a dedans, c'est ainsi que quelquefois aussi les fabricants mettent des ingrédients d'un petit peu meilleure qualité pour qu'on voit en fait les ingrédients. Alors il y a des boîtes, hein, quand on ouvre une boîte, par exemple, de poulet et poisson, le poulet, ça ressemble à un émincé de poulet, les poissons, le saumon, ça ressemble à des rillettes de saumon. Donc, je ne dis pas que ce sont les meilleurs morceaux, mais on voit vraiment les ingrédients.
Mais la seule chose, c'est que ces pâtés-là sont très chers. Ils sont encore plus chers. Déjà que les pâtés, c'est nettement plus cher que les croquettes. Mais là, on passe encore à un prix supérieur. Et puis la ration ménagère, bah, c'est sûr que c'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver, puisqu'on va acheter soi-même. On va acheter de la viande, des légumes, tout ça, donc on n'a pas de sous-produits. On a une qualité qui est de consommation humaine, donc vraiment le plus haut niveau qu'on puisse espérer en qualité en alimentation. Donc après, par contre, pour le prix, bah, c'est la matière première. Pour la ration ménagère, représente beaucoup plus, c'est pratiquement tout le prix de la ration. Quoi, alors que dans les autres ingrédients, bah, je vous dis 10%. Quoi. Donc voilà. Et après, sur la fabrication, alors le coût de la fabrication, bah, c'est sûr que les croquettes ou les pâtés, bah, les industriels, ça leur coûte assez cher. Par contre, le coût de la préparation d'une ration ménagère est limité, surtout si on distribue une grande partie des aliments crus. Il y a vraiment un coût de fabrication qui est très très faible. Après, le stockage, bah, les croquettes, ça coûte pas grand-chose à stocker, hein, il suffit de les mettre dans un coin. Les pâtés un petit peu plus, et le ménager, bah, là c'est un petit peu plus, surtout si on congèle, il faut garder au réfrigérateur, tout ça, donc le coût de stockage est plus important. Après, le transport, bah, c'est pareil. Alors dans le transport, j'ai mis les prix parce que quand ça passe par les industriels, c'est sûr qu'il y a un coût de transport qui est beaucoup plus important que quand on fait du ménager. Mais quoique le ménager, ça rentre aussi un peu dans le prix, la livraison aux distributeurs, enfin aux vendeurs, tout ça. Donc bon, j'ai mis des petites différences, mais c'est quand même relativement proche, je pense, le coût du transport. Le packaging, bah, on va aller vite, c'est aussi l'industriel, forcément. Alors la pâtée, ça coûte plus cher, hein, les conserves, ça coûte plus cher que les sacs de croquettes. Hein. Donc ça coûte plus cher pour la pâtée. La marketing, bah, le ménager, il n'y a pas de marketing, hein, alors que tout le reste, bah, il faut. Nous, on reçoit régulièrement les délégués des fabricants d'aliments qui viennent nous rencontrer pour nous proposer leurs produits. Et alors moi, comme je fais de plus en plus vers la ration ménagère ou du surgelé, c'est vrai que je les vois un peu moins dans les fabricants d'aliments, ils viennent un peu moins me voir. Ils m'envoient des messages par internet, mais ils viennent un peu moins à la clinique. C'est pas très rentable pour eux de venir me voir en gros. Et j'ai un fabricant d'aliments et il est venu et puis il m'a dit de 2022 à 2023, chez nous vous avez fait moins 67%. Donc ça leur plaît pas trop en général. Surtout que dans la même période, eux, leurs aliments ont augmenté de 25%. Donc quand je fais moins 67%, c'est en plus, ça fait beaucoup plus en fait en termes de poids. En termes de prix, c'est moins 67%, mais en poids, j'ai dû diminuer de 80% ce que je faisais chez eux, à peu près. Donc il y a ça. Et puis pour les marges, bah, c'est pareil, hein, je vous disais, l'aliment industriel, bah, il y a pas mal de marges, il y a beaucoup de ristournes, il y a tout ça. Ça représente, je pense que les marges peuvent représenter facilement 50% du prix du paquet. Sur les différents intervenants, avec toutes les ristournes comme ça peut faire ça. D'ailleurs, si on achète, enfin, pour ceux qui font de grosses quantités d'aliments, il y a des ristournes, la ristourne du fabricant, la ristourne du distributeur, comme ça, donc les marges peuvent être assez importantes. Alors les marges, par contre, elles s'amenuisent quand même, parce qu'il y a un gros concurrent, maintenant, c'est Internet, en fait. Et Internet, on joue là, on n'est plus dans la même cour, on va pratiquement moi j'avais regardé, simplement, il y a des marques, enfin des distributeurs sur Internet qui sont connus, il y a Zoo Plus, la compagnie des animaux, comme ça, et j'avais regardé sur Internet le hangar de Zoo Plus, en fait, et c'est à perte de vue, en fait, les rayons avec des aliments, des croquettes, tout ça, c'est vraiment très impressionnant, quoi, le stock que ça représente, et eux font même des marges très faibles parce que sur le coup, ils ne prennent pas la marge de l'aliment, ils ne prennent que leur marge arrière, c'est-à-dire que la ristourne qui est donnée après par le fabricant. Donc ils font quelquefois des marges de 10% ou comme ça, mais ça leur suffit. Vu les volumes qu'ils ont, c'est pas un problème quoi, pour eux de faire ces marges-là. Donc là, ce sont actuellement les plus gros concurrents de tous les autres distributeurs, même par rapport aux animaleries, aux vétérinaires, comme ça, c'est impossible de suivre. En plus, ils ont des ristournes énormes. Moi, il y a certains aliments, je regardais, mon prix d'achat hors taxe est plus cher que le prix de vente TTC sur Internet. Donc, j'aurais presque intérêt à acheter sur Internet et les revendre après. Donc, il y a ça. Et par contre, alors, les marges, sur le ménager, c'est moins important. Elles sont moins importantes. Il n'y a pas tous ces phénomènes-là.
Mais quoique, ben, on a aussi, mettons, tout un système avec... on a moins sur Internet, mais on a beaucoup les grandes surfaces comme ça aussi qui se font des guerres commerciales. Donc ça a tendance à réduire les marges. Voilà. Donc si on prend le prix, voilà, j'ai fait un petit peu une échelle, donc du plus bas au plus élevé. Donc bah, le prix le plus bas, ce sont les croquettes, le bas de gamme, et ça c'est... Il y a vraiment du très bas de gamme dans les croquettes, parce qu'en plus on ne voit pas du tout l'ingrédient, donc il y a des fois où vraiment ce qui est mis dedans, c'est pas terrible. Et puis ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que les fabricants nous disent que les croquettes bas de gamme sont déjà complètes et équilibrées. Donc on se demande pourquoi on va payer 3 fois plus cher un autre paquet, mais il faut dire que c'est quand même pas la même chose qui est dedans. Ouais. Donc après, on a le milieu de gamme en croquettes, le haut de gamme. La ration ménagère, en fait, maintenant, vu l'augmentation des prix, entre faire soi-même et acheter des aliments, des croquettes, ce qu'on appelle premium, en fait, donc le haut de gamme, la différence de prix n'est pas toujours si importante que ça. C'est à voir, parce qu'on peut avoir des viandes pas trop chères, comme le porc, qui est une très bonne viande pour le chien et le chat, et donc qui n'est pas très cher, et c'est intéressant. Moi, mon chien, il mange beaucoup de porc, d'ailleurs. Donc, maintenant, on peut... c'est vrai qu'on arrive à avoir des prix qui se rapprochent des croquettes haut de gamme. Après, il y a alors, je vous parlais du BARF. Alors, le régime BARF classique, c'est comme une ration ménagère, si on le fait soi-même. Après, il y a le surgelé. Là, c'est quand même plus cher que les croquettes. On arrive à peu près 1,5 fois le prix. Après, les pâtés, c'est vraiment beaucoup plus cher. C'est à peu près 3 fois le prix des croquettes, hein, les pâtés, si on veut nourrir un animal. Alors, sur un animal de petite taille, un chat, on se dit, ça fait pas si cher que ça. Mais quand on a un chien de 40 kilos, là, si on voit la différence. Hein, c'est là, ben, je vous parlais de la personne qui se faisait livrer, là, qui était à plus de 300 euros, là, pour 360 euros pour un mois. Des pâtés sur un chien de 40 kilos, c'est aussi plus de 300 euros quoi, pour un mois. Donc c'est vraiment, ça peut être vraiment cher. Donc voilà. Donc le bilan, bah, encore avantage aux croquettes, mais plus à plus, quoi. C'est-à-dire que le bas de gamme, oui, mais si on veut des croquettes quand même de meilleure qualité, la différence, l'avantage n'est pas si important que ça. Ensuite, on va prendre l'aspect plaisir. Alors je disais, il y a l'aspect plaisir, c'est le plaisir de préparer pour son animal. Alors c'est sûr que croquettes ou pâté, c'est très limité. Par contre, ration ménagère, bah oui. Là, ça compte hein, dans le rapport affectif, je pense à son animal. Ça peut être vraiment très important. Pour certaines personnes, moi je vois des gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir préparer. On leur dit, non, il faut donner des croquettes, absolument. Eh ben oui, mais ça les embête, quoi. Donner juste, d'ouvrir un paquet et de verser, bah, il n'y a pas d'amour là-dedans, en fait. Alors que quand on prépare, il y en a. C'est ça. Donc il y a ça. Et puis, alors l'aspect visuel. Alors les chiens, heureusement, ils ne sont pas toujours trop sensibles à ça, parce que l'aspect visuel des croquettes, franchement, c'est pas terrible. Les pâtés, c'est un peu mieux, mais c'est quand même plus joli. En fait, de la viande, des légumes comme ça, c'est quand même autre chose. Donc l'aspect visuel, bah, c'est sûr que le régime ménager est bien supérieur de ce point de vue-là. En fait, tout ce qui est aspect sensoriel, en fait, que ce soit l'aspect visuel, l'odeur, la texture, le goût, c'est sûr que le ration ménagère est nettement supérieur à tout ça. Et alors souvent on entend dire que le chien, alors le chat c'est pas la même chose, parce que le chat il est difficile, il veut pas manger n'importe quoi, mais le chien qui il mange tout, il s'en fiche. Eh ben pas tant que ça en fait, parce que moi on voit assez régulièrement des gens qui nous disent le chien il mange 3 croquettes, on lui laisse en libre service, il prend 3 croquettes, il s'en va, il revient, tout ça. Ben, ça c'est un chien qui n'aime pas son aliment en fait. Parce qu'un chien qui aime son aliment, il mange tout d'un coup. Il n'y a pas de problème. Le chien, il est fait pour ça. Il mange une fois dans la journée, généralement. Même si on prend des chiens sauvages, en Australie, il y a les dingos, il y a quelques espèces de chiens sauvages, les lycaons en Afrique, tout ça. Et en fait, ces chiens-là, ils chassent, ils mangent beaucoup pendant 2-3 jours, et après, il reste 3-4 jours sans manger. Donc le chien mange beaucoup d'un coup, et il s'arrête et après, il se repose. Donc c'est pas du tout le cas du chat. Le chat, lui, il va manger, il va chasser toute la journée et il peut manger 6 à 8 fois par jour, voire si c'est en libre service, il y a des chats qui mangent jusqu'à 20 fois par jour en fait. Hein. Donc c'est complètement différent le chien et le chat. Mais un chien qui mange très peu à la fois, en général c'est qu'il n'aime pas son aliment ou qu'il y a un problème sur l'aliment. Donc et d'ailleurs,
Nous, il y a des gens qui donnaient des croquettes et qui sont passés au régime ménager ou au surgelé, bar surgelé. Et il y a un monsieur qui m'avait dit ça, et c'est une réflexion qu'on a sous différentes formes, mais il nous a dit, mon chien a retrouvé le plaisir de manger. Et ça se voit quand on change de régime. Donc il y a l'aspect, donc cet aspect plaisir, eh ben, oui, avantage beaucoup aussi là au régime ménager, je ne vais pas aux croquettes, mais au régime ménager, là largement devant les autres. Bon, la pâtée, c'est pas si mal que ça, mais mais le régime ménager, en plus, je dirais qu'on va voir ça, mais le fait que ça n'est pas l'odeur des aliments. Souvent, il y en a pas mal qui mettent des exhausteurs de goût pour améliorer en fait la prise par les animaux. Donc, ça n'a pas la même texture, pas le même goût. Ça crée un leurre pour l'organisme. C'est-à-dire que l'animal, quand il va manger, en principe, quand on mange un aliment, par le goût, l'odeur, tout ça, le système digestif sait une information pour savoir ce qu'il doit digérer. Et si on le trompe, eh ben, il ne va pas forcément sécréter les bonnes enzymes, il ne va pas se préparer correctement à digérer l'aliment. Donc ça peut poser des problèmes aussi de digestion, ça. Après, alors S comme santé. Alors c'est là où on va avoir le plus de choses à dire. Mais sur la santé, alors on va voir un petit peu les compositions, ce qu'il y a sur les étiquettes. C'est pas trop détaillé, mais c'est intéressant de commencer à savoir lire un petit peu les étiquettes. Et je dois avouer que c'est pas facile du tout, parce que quand même les fabricants ont intérêt à ne pas être très transparents dans ce qu'ils font. Donc on a des produits bruts, mais on n'a aucune information sur la qualité de la matière première. Donc c'est très difficile de savoir ce qu'ils mettent réellement dedans. D'ailleurs, il y a des fabricants qui disent, quand on lit l'étiquette d'un aliment d'un autre fabricant, on ne sait pas trop ce qu'il a mis dedans. Même un autre fabricant lui-même a du mal à savoir ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a la teneur en eau, ça on n'en tient pas compte, et c'est pourtant, on va voir, très très important. Après, il y a des recherches récentes en alimentation humaine sur la structure des aliments, c'est-à-dire que quand on dénature un aliment en le déstructurant, c'est-à-dire qu'on va voir aussi ce que c'est, ça modifie énormément de choses pour l'assimilation et l'effet nutritionnel de l'aliment. Et puis, la dernière chose, c'est ce que j'ai appelé la vérité de l'animal, parce qu'on peut faire plein de théories, on peut, faire plein de calculs, faire plein de choses, mais à la fin, c'est toujours l'animal qui a raison. C'est-à-dire que, quelquefois, on fait une super ration, on a l'impression d'avoir très bien fait son travail, et ça ne convient pas du tout à l'animal, il a des problèmes digestifs, il faut tout changer. Donc, même si moi j'ai tendance à favoriser la ration ménagère, je sais qu'il y a des animaux, on a énormément de mal à élaborer une ration ménagère qui leur convienne, et on est obligé de passer à l'aliment industriel qui leur convient mieux. C'est comme ça. Donc il faut accepter. Il ne faut pas être du tout bloqué sur ses convictions comme ça. Il faut écouter l'animal, simplement. Alors, donc sur la composition des aliments. Alors, il y a deux parties, c'est ce qu'on appelle la composition analytique, donc c'est-à-dire les protéines, matières grasses, c'est ce qu'on voit. Alors, il y a des pourcentages. On va voir, en fait, un petit peu, on va revoir après comment les glucides assimilables, ce que c'est. Et donc, ça, on a surtout, les fabricants sont obligés de mettre ces indications-là, sauf qu'ils ne sont pas obligés de mettre ça et ça, en fait. Les glucides, ils ne sont pas obligés de les indiquer, et l'humidité non plus. Alors, on sait à peu près dans les aliments combien il y a d'humidité, et les glucides, ça se calcule facilement. Mais il y a une chose, c'est que ils veulent. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait eu un documentaire qui était passé, un reportage qui était passé à la télé il y a quelques années sur les aliments pour animaux, et il parlait justement des glucides. Et il disait, l'ennui, c'est que quand on fait les analyses, on a un taux vraiment qui devient assez élevé, quoi, alors qu'on a affaire quand même à des carnivores. On obtient des taux de glucides qui atteignent quelquefois, qui dépassent, mais quelquefois 50%. Donc ce qui est beaucoup, beaucoup. Et donc ils étaient allés voir au niveau européen un monsieur qui est chargé qui est un représentant du lobbying des fabricants d'aliments, et il donne en fait aux députés européens, c'est lui pratiquement qui dicte les textes qui doivent être votés. Et comme les députés n'y connaissent rien, ils votent les textes qui ont été écrits par les fabricants d'aliments. Et donc, dans ces textes-là, il y a des choses, les glucides ne sont pas, on n'a pas l'obligation de les mettre. Et
Et donc, il y avait la journaliste qui dit à ce monsieur-là, qui dit, bah, par exemple, il n'y a pas les glucides dedans. Pourquoi il n'y a pas, dans la combustion, il manque les glucides? Et puis il dit, vous savez, si vous faites les analyses, vous en trouverez très peu, comme ça. Et elle lui dit, bah, on a fait les analyses, et on en trouve jusqu'à 50%, voire plus de 50%. Il dit, vous trouvez que c'est très peu? Alors il fait, là, il est un peu gêné, il dit, bah, non, mais il dit, mais c'est pas mauvais pour la santé, pourquoi ça pose un problème, c'est pas mauvais pour la santé? Et la journaliste lui dit, bah, si c'est pas mauvais pour la santé, pourquoi vous ne le marquez pas sur vos paquets? Voilà. Et là, ça s'est arrêté. Il a pu arrêter la théorie, c'est plus quoi dire, donc c'est parti. Donc, ouais, si c'est pas marqué, c'est qu'il y a des raisons, en fait, qui veulent pas trop le montrer. Donc, il y a ça. Et puis après, on a les ingrédients. Alors là, c'est les ingrédients plutôt quand on fait une ration ménagère. Par contre, dans les aliments industriels, on ne trouve pas forcément, alors on trouve quelquefois viande, hein, des choses comme ça, mais on trouve plus souvent maintenant protéines hydrolysées, isolat de ça, comme ça. Donc on va voir un peu à quoi ça correspond. Allez, on y va. Donc protéines, voilà. Donc on a, je vous disais, ça c'est ce qui est important sur un paquet. Alors pour calculer les glucides assimilables, alors on le trouve quelquefois, c'est indiqué sur les paquets, ça s'appelle ENA. Ça veut dire extractif non azoté, ce qui est très clair d'ailleurs. Et en fait, c'est particulier. Pourquoi ils ne mettent pas glucides? Parce que les fibres sont des glucides aussi. Donc il faut trouver un autre mot, un autre nom. Donc ils ont mis ce terme-là, extractif non azoté. Donc on peut le calculer, c'est très simple. Hein. Il suffit de faire, ce sont des pourcentages, donc on fait 100, moins le taux de protéines, moins le taux de matière grasse, moins les minéraux, on dit aussi les cendres brutes, moins les fibres et moins l'humidité. Et ça donne le taux de glucides assimilables, en fait, l'extractif non azoté. Donc, et en grande partie, c'est souvent, enfin, la plus grosse partie, c'est de l'amidon. Et alors surtout dans les croquettes, parce que l'amidon sert de liant à la croquette. S'il n'y a pas suffisamment d'amidon, ça fait de la poudre. Donc c'est pas possible de commercialiser ça, les animaux ne le mangent pas. Donc ils sont obligés de mettre une certaine quantité d'amidon, ils ne peuvent pas descendre en dessous d'un certain seuil. Et l'ennui, c'est que ce seuil-là est déjà supérieur à ce qu'on devrait donner à la plupart des animaux. Et puis, alors sur les matières grasses aussi, il y a un autre problème, c'est qu'on va le voir un petit peu, mais au-delà d'un certain taux de matière grasse, l'aliment ne se conserve plus, il rancit. Donc, alors que, on va voir, mais le chien peut manger beaucoup de matière grasse. Il mange peu de glucides et beaucoup de matière grasse. Et si on fait ça, peu de glucides, eh ben, les croquettes, elles ne peuvent pas exister, et trop de matière grasse, elles ne se conservent pas. Donc, on ne peut pas faire un aliment qui est adapté complètement aux besoins nutritionnels de l'animal, dans ce cas-là. Après, il y a on verra, les minéraux. Alors, il y a plein de critères qui sont donnés. Et puis, alors l'humidité, elle n'est pas indiquée, mais sur les... Ben, je vous l'ai mis après, je crois. Mais sur les croquettes, c'est souvent aux alentours de 8% d'humidité. Et sur les pâtés, c'est beaucoup plus, c'est 75-80%. Donc, il y a beaucoup d'humidité. Quand on prépare une ration soi-même, on est de l'ordre de 65% d'humidité. Et puis oui, c'est ça. Oui, je vous ai mis. L'humidité, 8% pour les croquettes et à peu près 75% pour les pâtés. Voilà. Et puis, si on veut... Si on veut calculer l'énergie de l'aliment, pour avoir... C'est un ordre de grandeur, ça s'appelle la formule de Atwater modifiée. Et l'énergie en kilocalories, c'est les protéines multipliées par 3,5, les matières grasses multipliées par 8,5 et les glucides, en fait, l'extractif non azoté multiplié par 3,5. J'aime pas du tout ce genre de calcul, parce que, alors, si, ça permet de donner une idée, mais l'ennui, c'est que on a l'impression que les protéines, c'est la même chose que les glucides, alors que c'est pas du tout la même chose. Alors l'inconvénient, c'est que dans l'alimentation, ils remplacent les protéines par les glucides. Ils ne mettent pas trop de protéines, mais pour mettre suffisamment d'énergie, ils mettent des glucides. Alors que le corps n'utilise pas du tout les protéines comme les glucides. Les protéines, ça va servir à faire du tissu. Ça peut servir aussi à l'énergie, et ça fait beaucoup de tissu, alors que les glucides ne font pas du tout de tissu, quoi, pratiquement extrêmement peu. On dit un chien ou un chat qui chasse une proie, dans la proie, il y a 1% de glucides. Dans le corps, il y a très très peu de glucides. Donc, alors qu'il y a 20% de protéines. Donc, c'est pas du tout utilisé de la même façon par l'organisme. Donc, moi, j'appelle ça, en fait, et dans les rations alimentaires calculées par les spécialistes, hein, ils font ce genre de choses, la théorie un peu des calories interchangeables,
Et ça, c'est une grosse erreur, quoi, à mon avis. On ne peut pas faire ça. On n'a pas le droit de faire ça, quoi. Et pourtant, ils le font. Donc il y a ça. Alors maintenant, on va voir aussi dans S comme santé, je disais le régime alimentaire. Parce qu'il y a une chose, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais ça commence à changer un petit peu. Mais pendant assez longtemps, on nous a dit le chien, c'est un omnivore. Un omnivore, c'est comme nous. En fait, ça peut manger de tout. Le chien, et ça, c'est... pendant un temps, tous les vétérinaires disaient ça, hein, pratiquement. Hein. C'était les spécialistes qui disaient le chien est un omnivore. Et alors, les preuves qu'ils donnaient, alors c'est pour ça que j'ai mis un panda, parce qu'on nous disait, la preuve, l'ours, en fait, alors le panda, mais l'ours, il est classé dans les carnivores, pourtant, il mange surtout des végétaux. C'est vrai, l'ours mange à peu près à 80% des végétaux, et le panda, même, c'est 100%. Le problème qu'ils ont, enfin, ce qu'ils ne comprennent pas quand ils ont dit ça, c'est qu'il y a une différence entre la classification et le régime alimentaire. C'est-à-dire qu'il est classé dans les carnivores, mais son régime n'est pas carnivore. Donc c'est pour savoir quels sont les critères qui vont définir un carnivore. Alors, le premier critère, ce sont les dents. Alors, ce ne sont pas les crocs, parce qu'on voit même les singes, hein, quand on prend les gorilles, les babouins, ils ont des crocs énormes, et pourtant, ce ne sont pas des carnivores. Hein. Donc, les crocs, c'est simplement soit pour attraper une proie, mais c'est aussi pour se défendre. Donc, ce qui fait la grosse différence, ce sont les molaires. Et si on prend les molaires d'un chat ou d'un chien, elles sont coupantes. Donc, elles vont couper les morceaux et ils vont avaler. Elles ne peuvent pas broyer. Donc, elles ne peuvent pas broyer les végétaux. Donc, ce sont des molaires de carnivores. Contrairement à celles de l'homme, qui est omnivore, ou le porc, qui est omnivore aussi, les molaires, elles sont plates avec des reliefs, ce qui fait qu'on peut broyer. Et en plus, les mouvements de la mâchoire, nous, on peut faire des mouvements transversaux que le chien et le chat ne peuvent pas. Ils peuvent que couper, en fait. Donc, il y a ça. Et si on prend les herbivores, c'est encore plus plat. D'ailleurs, même ce sont des dents quelquefois qui s'usent au fur et à mesure et qui poussent toute la vie, l'animal. Donc, ce sont des dents plates aussi pour broyer les aliments, les végétaux en particulier. Et ça, le chien et le chat ne peuvent pas broyer, hein, les animaux. Ils peuvent, comme on nous dit, quelquefois ils broient les os, mais ils ne broient pas les os, ils les cassent, ils les coupent en morceaux et ils avalent les morceaux. Donc ça, c'est le premier critère. Alors, les carnivores, les dents coupantes, ça s'appelle les secodontes, et les dents que nous on a, ça fait les molaires qu'on a, ça s'appelle les bunodontes. Bon, ça, c'est un détail. Voilà. Et deuxième critère, ben, c'est ça, en fait. C'est le volume de l'abdomen par rapport à la taille de l'animal. Et alors là, j'ai pris l'exemple le chien, le chat, le chien, le cheval, la vache. Donc on mesure la largeur de l'abdomen et la longueur du corps. Et on reporte ça ici. Donc le chat, longueur du corps, et je reporte la largeur de son abdomen. Il faut plus de 3 fois la largeur de l'abdomen pour obtenir la longueur du corps. Le chien, c'est presque la même chose, un peu moins, hein, mais on a aussi pratiquement 3 fois la longueur du corps, en fait 3 fois la largeur de l'abdomen pour obtenir la longueur du corps. Le cheval et la vache, c'est 2 fois, en fait. Donc ça veut dire qu'ils ont un abdomen beaucoup plus important. Et pourquoi ils ont un abdomen beaucoup plus important? Eh bien, là, je vous mets le volume de l'abdomen, 40% inférieur à celui des herbivores. Et pourquoi il est plus important? L'explication, elle est là, en fait. C'est que dans la viande, en fait, pour tout animal, il lui faut une certaine quantité de protéines pour fabriquer ses tissus. Et donc, que soit un herbivore, un carnivore ou un omnivore, c'est à peu près la même quantité de protéines par rapport à son poids. Donc, comme dans la viande, il y a 20% de protéines et dans les végétaux, 2%, ça veut dire qu'un herbivore a besoin de manger beaucoup plus pour avoir suffisamment de protéines, en fait, pour faire de la matière. Et s'il a besoin de manger beaucoup plus, il lui faut un estomac et un intestin qui a une beaucoup plus grosse contenance, qui peut absorber beaucoup plus d'aliments. En plus, comme il mange des végétaux, du point de vue de digestion, c'est beaucoup plus dur à digérer, donc il faut plus de temps et qu'il y ait un transit beaucoup plus long, en fait, pour que ça puisse être digéré correctement. Donc c'est simplement de la physiologie. Le carnivore a obligatoirement un abdomen plus petit qu'un herbivore ou qu'un omnivore. D'ailleurs, on peut reparler de l'ours. L'ours, quand on prend le chien et le chat, surtout de profil, bon, à part maintenant on a pas mal d'animaux qui sont un peu en surpoids, mais en général, le ventre est creux, en fait. Hein, ça fait vraiment un creux, ça s'appelle l'abdomen levretté, comme les lévriers, en fait. Donc c'est ça. Donc l'abdomen est creux. Si on prend un omnivore, il est à peu près plat. Chez nous, en principe,
il peut être plat, bon, nous aussi, des fois il dépasse un peu, mais donc ça. Et donc l'ours, pareil, il est plutôt plat en fait, même peut-être un peu rebondi. Et par contre, sur une vache ou un cheval, c'est vraiment rebondi, l'abdomen est vraiment rebondi, parce qu'il y a besoin d'un beaucoup plus gros volume pour l'intestin et l'estomac aussi. Donc voilà, donc les critères. Donc le chien est bien carnivore. Alors ils appellent ça maintenant, ils ne veulent pas dire qu'ils sont trompés, alors ils appellent ça un carnivore opportuniste. C'est-à-dire qu'il mange de la viande, mais s'il a autre chose, il le mange quand même aussi. Donc c'est un peu vrai. Le chat va être plus difficile, mais le chien, bon, il va déterrer des racines, il va manger des baies, il va manger des fruits, il va manger un peu tout, hein, c'est vrai. Mais quand même, il a besoin surtout de viande. Donc, et après, là, c'est sur la composition analytique, c'était les protéines, les lipides et les glycines. Il y a une étude qui a été faite. Alors, je vous ai mis, ce sont les deux études. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qui a commandité ces études. C'est un organisme qui s'appelle, je vais essayer de le prononcer à peu près correctement, c'est Waltham Science. Voilà. Et Waltham Science, c'est la division scientifique pour l'alimentation animale de Mars. En fait, Mars, c'est par chocolaté. Parce que Mars, c'est eux qui font Royal Canin, Péripa, Whiskas, Sheba, ça c'est eux. L'autre gros, c'est d'ailleurs Mars, c'est le deuxième, je crois, le plus gros c'est Nestlé, qui fait Purina, Friskies, Brekies, tout ça. Et après, on a, alors je crois, il me semble que c'est Palmolive qui fait Illis, je sais ça, en fait. Ouais, et puis il y avait un très gros, c'est Procter et Gamble, mais qui faisait Eukanuba, mais ils ont revendu Eukanuba, donc c'est plus qu'ils le font. Donc ce sont en fait quand même des géants en fait, de l'agroalimentaire. Et donc c'est un géant de l'agroalimentaire, des croquettes, qui a fait cette étude-là, et ils ont fait la prise spontanée de l'animal. C'est-à-dire qu'ils ont pris des chats et des chiens, ils ont laissé manger ce qu'ils voulaient. Et ils ont dit, bon, on va voir ce que va manger l'animal. Et donc, alors ce qui est étonnant, ce qui n'est pas étonnant, mais le chat, il mange 64% de protéines. Alors, on va voir, mais les meilleures croquettes, quand on arrive à 45-50%, c'est déjà pas mal, en fait, hein, c'est même énorme. Et la plupart du temps, on est plus vers 30%, donc la moitié de ce que devrait manger le chat. Quoi. Après, les matières grasses, les lipides, 23%, donc il en mange pas mal. Là, en principe, dans les croquettes d'assez bonne qualité, on est dans ces zones-là. Par contre, les glucides, c'est que 13%, en fait. Et 13%, je dis, dans les croquettes, on est plus près de 30%, 30 à 40%, quoi. Donc, alors quand on nous dit que l'aliment est... Alors que c'est un fabricant d'aliments, là, qui le dit. Quand il nous dit que l'aliment est complet et bien équilibré, on peut se poser des questions, quoi, un petit peu. Hein. Et puis, alors, pour le chien, c'est particulier, il mange moins de protéines que le chat. Il est à 46%. Et alors, il mange beaucoup, beaucoup de matières grasses, 43%. Et quand je disais que le maximum, souvent, dans les croquettes, c'est 20%, eh ben, il y a la moitié, il en manque la moitié, en fait. Hein. Donc, et en plus, alors même dans les rations ménagères, les spécialistes d'alimentation, ils réduisent au maximum les matières grasses, parce que c'est mauvais, ça fait grossir. Alors qu'en fait, non, ce sont les glucides qui font grossir le chien. Alors, pour une même quantité, pour une calorie de glucides, par rapport à une calorie de lipides, ben, la calorie de glucides fait beaucoup plus grossir que la calorie de lipides, pour une raison simple, c'est que les lipides ne servent pas à faire que de l'énergie. On a pas mal de lipides aussi dans l'organisme. Toutes les parois des cellules sont des lipides. Dans le cerveau, on a beaucoup de lipides. Toutes les gaines autour des nerfs, les gaines de myéline s'appellent, ce sont principalement des lipides. Donc on utilise énormément de lipides. Les hormones, beaucoup d'hormones, alors on dit le mauvais cholestérol, mais c'est pas si mauvais que ça, parce que toutes les hormones reproductrices, en fait, hein, sexuelles, sont des hormones qu'on appelle stéroïdes, donc à base de cholestérol. Donc le cholestérol, c'est important, mais les matières grasses dans l'ensemble sont importantes pour l'organisme et servent beaucoup. Alors que les glucides servent surtout à faire des réserves. Donc quand on donne trop de glucides à un animal, je ne sais plus, j'ai peut-être mis après, je vais en prendre. Mais ça, et puis sinon, si, les glucides, le chien, 11%. Et fois, on est à 50% dans les aliments. Donc on voit qu'il y a une grosse différence entre ce qu'ils disent, là, les études qu'ils font et ce qu'ils mettent dans leurs aliments, en fait. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu un chien, des gens sont venus parce qu'il y avait des problèmes, trop de lipides dans le sang, il y avait des problèmes digestifs, il y avait plein de choses. Et donc, il y a des fabricants qui proposent maintenant des aliments
individualisés. Donc on envoie, on dit le chien il a ça, 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 et ils font l'aliment spécialement pour l'animal. Et donc ce chien-là, eh ben, quand on prend en fait ce qu'ils ont proposé, c'était, ça fait un peu peur. Déjà, je disais que l'animal c'est un carnivore. La plupart des protéines étaient d'origine végétale. Ouais. Et ça, on le trouve ils le disent pas dans beaucoup d'aliments, mais par exemple les aliments pour les insuffisants rénaux, la plupart des aliments pour insuffisants rénaux, il n'y a pratiquement que des protéines végétales. Ils ont supprimé les protéines animales parce que soi-disant c'est mauvais. Donc on a des aliments pratiquement végétariens en fait, hein, même sans le vouloir. Donc il y a ça. Et donc cet aliment-là, il y avait quand même 46% de glucides pour un chien. Hein. 11%. Et là, c'est 46% en fait, les protéines, c'était pas 46%, c'est 20%. Et les matières grasses, 7% en fait. 7% de matières grasses. Donc, et on dit, ben attendez, il en faut 43%. Il va éviter que 7% en fait. Alors c'était 7% dans la composition globale, ça faisait 9%. Une fois rétabli sous cette forme-là. Enfin 9%, ça veut dire qu'on est à 5 fois moins besoin que ce que réclame le chien. On se dit, il y a un problème là quand même. Et par contre, les glucides, on multiplie par 4 en fait. Ah oui, même si c'était 46%, mais c'est pareil, en rétablissant, parce que là, c'est les proportions de ces 3 ingrédients-là. En fait, j'obtenais, même sous cette forme-là, je crois que j'avais obtenu, c'est fallu multiplier presque par 6. C'était plus de 60% de glucides, en fait, sous cette forme-là. Donc on n'est pas tout. Et ils nous disent, c'est un aliment complet et bien équilibré. Donc, alors si tous ces aliments-là sont complets et bien équilibrés, on peut se dire qu'on a des marges énormes. Hein. Alors, je ne sais pas où les normes ne valent pas grand-chose. D'ailleurs, je pense que les normes ne valent pas grand-chose. Parce que quand on voit comment sont faites les normes, souvent, j'avais lu une thèse sur l'alimentation du chat, et il y avait toute une série d'études qui étaient données, en fait, par la bibliographie, avec toutes les études qui avaient servi à rédiger cette thèse. Et en général, la plupart des études étaient faites sur un nombre de chats qui était de moins de 30. C'est-à-dire qu'ils faisaient une étude sur à peine 30 chats, entre 20 et 30 chats, bref, quelquefois moins, et après ils en concluaient que pour tous les chats, il fallait donner ça. Donc, du point de vue statistique, ça n'avait aucune valeur, cette étude-là, et il y a beaucoup de normes chez les animaux qui sont faites comme ça, qui sont faites selon ces critères-là. Et même, il y a c'est pas un livre, c'est un document qui a été fait s'appelle le NRC. Alors, je vais mal prononcer encore, c'est National Research Council, et c'est un organisme, alors indépendant quand même, et qui essaie de regrouper toutes les études qui sont faites sur l'alimentation animale, et pour en tirer des normes. Et leur dernier bulletin date quand même de 2006, ils n'ont pas refait depuis. Et sur ça, donc ils fixent les normes de protéines, de glucides, comme ça. Et alors, les normes de protéines, c'est assez intéressant parce qu'elles sont exprimées dans différentes unités. Ça peut être combien de grammes de protéines pour 1000 calories, combien de grammes de protéines par rapport au poids de l'animal, ou par rapport au poids de l'aliment, ou en pourcentage d'énergie. Donc ça pose un problème déjà d'utiliser plein d'unités différentes. Et alors j'ai essayé de m'amuser à tout mettre sur la même unité. Ah ben, l'ennui, c'est que le besoin minimum en protéines, selon l'unité utilisée, ça va du simple au quadruple. Donc, c'est quoi le vrai chiffre? On ne sait pas. Donc, la marge, il y a une marge de 300% entre les différentes normes. Donc, on peut se dire qu'on se demande si les normes sont bonnes ou pas, quoi, en fait. Hein. Ça pose des problèmes. Et en plus, ils regroupent toutes les études, mais comme la plupart des études sont faites par les fabricants d'aliments, donc, en fait, voilà. Il y a très peu d'études indépendantes. Donc, je disais, par exemple, un exemple d'aliment, pain classique. Donc, on a 25% de protéines, 16% de matière grasse, alors 42% de glucides, hein, ça. Et donc, voilà, alors si on compare par rapport à ça, eh ben, les protéines, on a 35% de moins que ce qui serait recommandé. Les matières grasses, on a 66% de moins. Et les glucides, on a 364% de plus. Il faut dire qu'il y a quand même un gros problème avec ça.
Donc voilà, pour les compositions des aliments, il y aurait plein de choses à dire, mais quand on s'y intéresse, ça fait peur. Après, il y a l'eau. Alors l'eau, moi, je sais quand j'ai souvent entendu parler, quand on prend des pâtés, ça sert à rien, on paie de l'eau. En fait, on paie l'eau simplement. Si c'est pour payer de l'eau, ça coûte trop cher. Donc il vaut mieux prendre des croquettes qui vont être moins chères, et puis on élimine l'eau, et comme ça, c'est bon, en fait. Le problème, c'est que l'eau, c'est pas simplement le liquide qu'on boit comme ça. Il y a un physicien, c'est Marc Henry, c'est un professeur de physique de l'université de Strasbourg, il a fait des petits livres qui sont intéressants sur l'eau. Alors il a fait aussi sur l'homéopathie, sur ça, sur l'énergie, le vide. Et il a fait un livre, alors j'ai pas encore lu, j'ai pas encore acheté, mais il paraît qu'il est un petit peu dur à suivre, à comprendre. Mais ça s'appelle L'eau et la physique quantique vers une révolution de la médecine. En fait. Et donc il dit toute l'importance que peut avoir l'eau. Et l'eau, surtout dans les cellules, elle prend plein de formes différentes. C'est un colloïde, ce qu'on appelle. Et c'est pas du tout l'eau que l'on boit. Et par exemple, l'eau, c'est la molécule d'eau, c'est comme un petit aimant. Et les protéines, quand elle est autour d'une protéine, eh ben, elles vont se coller à la protéine et rester liées à la protéine. Donc une cellule, c'est pas un sac d'eau avec des molécules en suspension. Les molécules sont intimement liées aux molécules d'eau et il y a tout un tas d'interactions qui se font. En particulier, c'est ce qui va donner la forme à la protéine ou aux différentes molécules qu'il y a dans la cellule. Donc l'eau a un rôle très très important dans la cellule. D'ailleurs, en poids, là c'est le cas. Hein. Là, j'ai mis les teneurs en eau, donc en fonction de l'âge. En fait. Alors le fœtus, il a 90% d'eau. Un fœtus de poulet, par exemple, c'est la consistance du blanc d'œuf à peu près. Hein. Donc c'est très riche en eau. Après, le nouveau-né, il passe à 75%, puis on se rend compte que plus on vieillit, on perd son eau, on se dessèche. Hein. On dessèche. Et donc, c'est comme ça. On essaie de boire, mais on ne fait rien. Voilà. Et il y a quand même une chose intéressante, c'est la limite vitale, c'est 45% d'eau. En dessous, on meurt, en fait, en dessous de 45% d'eau. Et la croquette, 8%. Donc, ce qui veut dire que c'est un aliment mort, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune vie dedans, une croquette, contrairement à si on prend un régime ménager. Donc, et ça, alors on pourrait dire que c'est pas très grave, mais on va voir après que si c'est très important, en fait, que ça soit un aliment qui est perdu. En fait, s'il a perdu la vie, c'est qu'il a perdu l'information qu'il devait donner. Et un aliment, c'est pas seulement des protéines, des glucides comme ça, c'est aussi une information. Et là, alors là, en alimentation, on l'ignore complètement, et pourtant, c'est très très important. Donc il y a ça. Donc cette teneur en eau, ça devrait être fondamental. Je disais, alors ça, c'est en poids, mais en nombre de molécules. L'eau, c'est, alors j'ai différents chiffres, mais le chiffre le plus bas que j'ai, c'est 97% des molécules du corps. En fait, l'eau. C'est quand même très très important, hein, du point de vue d'ailleurs de la physique, Marc Henry le dit, du point de vue physique, c'est encore plus important en nombre de molécules, ce qu'on appelle en nombre de moles, qu'en poids, vraiment. Donc ça donne l'importance de chaque ingrédient. D'ailleurs, en nombre de molécules, on est constitué à 97% d'eau, à 2,5% d'ions, en fait, donc des minéraux, comme ça, et à 0,5% de matière, protéines, lipides et glucides. Donc ça représente très peu, en fait, en nombre de molécules. En poids, beaucoup plus, parce que les protéines pèsent beaucoup plus lourd, mais en nombre de molécules, c'est très très peu. Et sur les protéines, lipides et glucides, en nombre de molécules, ce qui est le plus important sont les lipides, et pas les protéines. Donc ça change complètement l'angle de vue qu'on peut avoir. Et en fait, ce qui nous constitue le plus, en fait, c'est le vide. Là, parce que chaque molécule, il y a beaucoup de vide entre les molécules, mais au sein de chaque molécule, au sein de chaque atome, il y a beaucoup de vide. Alors ce que dit Marc Henry, c'est pareil, je reprends ce qu'il disait, ce qu'il a dit, c'est que si on prend le poids de tous les... alors pas les atomes, parce que dans les atomes, il y a le noyau de l'atome et puis les électrons, et si on prend le poids de tous ces noyaux et tous ces atomes, sur une personne de 70 kg, on obtient 800 grammes. Et le reste, c'est quoi? Ben, c'est le vide. Le vide pèse dans le corps 69,2, dans un peu de 60 kg, c'est 69,2 kg, le vide. Et contrairement à ce qu'on pense, le vide n'est pas vide, en fait, il contient plein de choses. Et il y a même un physicien, j'ai plus son nom, c'est un Vietnamien, qui a fait un livre qui s'appelle La plénitude du vide.
Et il explique la vision de la physique actuelle du vide, et c'est le rapprochement qu'il peut y avoir avec la notion du vide dans les cultures asiatiques, en fait. Et on fait les cultures asiatiques anciennes, et on se rend compte que ça se rapproche de plus en plus, en fait. Donc ils avaient compris ça il y a déjà pas mal de siècles, voire millénaires, en fait. Donc voilà, pour l'eau. Alors, fondamental, l'eau. Et là, je vais vous parler de la structure physique. Alors ça, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Ce sont des recherches qui sont apparues il y a un peu plus d'une dizaine d'années, vers 2010, sur la structure des aliments. Ce sont des spécialistes en nutrition humaine qui ont travaillé sur ça. Et j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps d'un chercheur qui s'appelle Anthony Fardet, et son livre s'appelle « Halte aux aliments ultra transformés ». Et donc il explique tous les problèmes qu'on peut avoir avec la transformation trop importante des aliments, des matières premières. Alors il donne l'exemple d'ailleurs d'une pomme. Donc une pomme, c'est l'aliment de base. Dedans, il y a un sucre qui s'appelle le fructose, c'est le sucre des fruits. Et le fructose, dans la pomme, en fait, c'est un sucre lent, parce qu'il est enfermé dans les fibres, donc il va être relargué lentement. Et puis en plus, si on mange une pomme, souvent ça suffit, on en a assez, on en mange rarement deux de suite. Une seule pomme, on est rassasié. Maintenant, on va transformer un petit peu plus la pomme, on va en faire une compote. Donc là, la compote, on a commencé à la broyer comme ça, la pomme, on l'a broyée. Et alors, le sucre, et on libère un peu plus le sucre qui était dans les fibres, donc il devient un peu plus rapide, le sucre. Donc alors, entre sucre lent et sucre rapide, ça joue parce que ça veut dire que dans le sang, la quantité de sucre qui va arriver d'un coup est beaucoup plus importante. Donc il va falloir sécréter plus d'insuline pour réussir à contrer cet afflux de sucre dans le sang, de glucides dans le sang. Et le problème qui se pose, c'est que plus on va utiliser d'insuline au cours de sa vie, plus à un moment donné, le pancréas va être saturé, c'est le pancréas qui sécrète l'insuline, il va être saturé, et à un moment donné, il va dire « j'en peux plus », et là, c'est le diabète. Et donc, quand on va parler de ça, mais on va en parler à propos du diabète, chez les chats, il y a une très forte augmentation du diabète, franchement, et il y a une étude suédoise qui a été faite en 2016 sur 2000 chats, et ils ont constaté que sur les chats qui mangeaient des croquettes, il y avait 4 fois plus de diabète que chez les autres. Donc, à tel point que maintenant, j'ai reçu le délégué ce matin, ils ont fait un nouveau produit contre le diabète chez le chat, qui est plus d'insuline, ça se fait par voie orale, comme ça. Donc, maintenant, c'est un vrai marché, le diabète du chat. Alors que quand j'ai commencé à travailler, il y a déjà plus de 35 ans, on n'en voyait pratiquement pas, le diabète chez le chat. Et c'est logique. Le chat, c'est un carnivore, il est surtout fait pour manger des protéines, très peu de glucides, des matières grasses et très peu de glucides. Si on lui en met beaucoup, son organisme va être obligé de travailler beaucoup pour l'assimiler jusqu'au moment où il n'en peut plus. Et les cellules qui fabriquent l'insuline s'arrêtent. Ils disent on est saturé, on ne peut plus travailler. Donc le diabète apparaît. En fait. Donc c'est vraiment fréquent, en fait. Ça devient de plus en plus fréquent, malheureusement, chez les chats. Et quand j'avais parlé de ça à une vétérinaire de chez Royal Canin, elle m'avait dit, oui, je connais l'étude, mais il y a un biais. Ils n'ont pas pris en compte le poids de l'animal, parce que la principale cause de diabète, c'est l'obésité. Et puis j'ai dit, moi j'ai lu une partie de l'étude, enfin j'ai pas lu complètement toute l'étude, mais j'ai quand même lu un peu l'étude, et ils ont mis, il y a 4 fois plus de diabète chez les chats de poids normal. Donc ils ont tenu compte de l'obésité, en fait, dedans. Donc elle m'a dit, oui, mais enfin on ne sait pas quelle croquette il donnait, comme ça. C'est sur 2000 chats, je pense que c'était un panel assez large. Donc voilà. Et le pire, c'est que les fabricants d'aliments font des aliments pour animaux diabétiques et qui contiennent beaucoup de glucides, des croquettes qui contiennent beaucoup de glucides pour les animaux diabétiques. C'est un problème quand même. Hein. D'ailleurs, j'ai eu des cas où des chats qu'on ne pouvait pas équilibrer, le diabète, on n'arrivait pas à équilibrer, on était à des doses très importantes d'insuline et ça ne marchait pas, et ils étaient sous aliments diabétiques. On a dit, on arrête ça et on prend des aliments humides, même des pâtés, parce que ça contient beaucoup moins de glucides, ou alors on prépare soi-même. Et j'ai vu des chats, leur diabète est descendu d'un coup, alors il fallait toujours l'insuline, mais au lieu, c'est en unités qu'on compte, en principe, chez les chats, on ne donne pas beaucoup plus de 4 unités d'insuline, et là, les chats, on pouvait descendre à une unité ou une unité et demie, et ils étaient équilibrés. Alors qu'à 4, ils n'étaient pas équilibrés avec l'aliment pour chat diabétique, en fait. Donc, il pose un problème. Alors donc, je disais la compote, et la compote, il y a une chose, c'est que quand on fait une compote, on mange plus d'une pomme, souvent. On a broyé, donc pour pouvoir manger une compote, on mange rarement une seule pomme en compote, ça fait pas une compote, une seule pomme broyée.
Donc ça, c'est une chose. Puis après, on passe au jus de pomme. Alors, le jus de pomme, on l'a encore plus déstructuré. Alors là, on commence à arriver sur un sucre rapide. Et puis, pour faire un jus de pomme, il faut beaucoup plus de 2 pommes même. Hein. C'est 4, 5 pommes. Et donc, on va prendre le sucre de 4 à 5 pommes. Alors que là, on prend du sucre d'une seule pomme. Hein, c'est ça. Et puis, alors les fabricants, ils ont fait encore plus fort. Ils ont fait ça s'appelle du sirop de fructose. C'est-à-dire qu'ils ont carrément extrait le sucre de la pomme et ils l'utilisent pour fabriquer des aliments, en fait, d'autres aliments. Donc là, c'est comme si on mettait des morceaux de sucre dans les aliments. Et là, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Donc, dans son livre là, sur la déstructuration des aliments, il disait que c'est chez l'homme, on se rend compte que c'est la cause de beaucoup d'obésité, de diabète, de maladies inflammatoires, alors que ce soit sur les reins, sur le foie, sur comme ça, c'est responsable de certains cancers, de certaines dépressions, comme ça, donc c'est vraiment très très important. Et les pays où on mange le plus d'aliments comme ça, de cette manière très transformée, sont les pays où l'espérance de vie est en train de descendre, en particulier les États-Unis. Et il donnait et puis le taux d'obésité aussi lié à ces aliments-là. Il disait aux États-Unis, le taux d'obésité est à peu près de 40%. Il dit en Europe, c'est 15% en moyenne. Donc, et les États-Unis, il y a quelques années, l'espérance de vie aux États-Unis était à peu près la même qu'à Cuba. Et là, maintenant, ils sont passés en dessous de Cuba, en fait, hein, les amis. Donc, ils sont en dessous de pays d'Afrique du Nord aussi, des choses comme ça. Donc, l'espérance de vie aux États-Unis, c'est impressionnant. Hein. J'avais regardé, je crois, en 2020, ils étaient à 79 ans. Là, ils commencent à approcher de 76. En fait. C'est catastrophique, quoi. Et le taux de mortalité infantile est en train de monter aussi aux États-Unis. Donc, c'est inquiétant parce que il y a un sociologue, Emmanuel Todd, qui avait alerté en Russie. Et il avait à peu près d'une dizaine d'années avant la chute de l'Union soviétique, il l'avait prédit en disant le taux de mortalité infantile est en train de monter. C'est le signe d'une société qui se dégrade, en fait, qui va chuter. Et donc, il dit à tel point que les Russes en sont rendus compte, c'est qu'à un moment donné, ils ont arrêté de publier les chiffres. Ils ne publiaient plus le chiffre de la mortalité infantile parce qu'ils se sont rendus compte que ça devenait catastrophique. Et donc, il y a eu la chute de l'Union soviétique. Eh bien, il dit actuellement, la mortalité infantile aux États-Unis est supérieure à celle de la Russie. En fait. Donc, c'est quand même très, très inquiétant. Donc, voilà. Donc, voilà, avec les aliments ultra transformés, tous les problèmes que ça pose, et c'est vraiment énorme. Et alors, si on prend les croquettes, eh ben, ça va voir, c'est de la transformation à la puissance, l'ultra transformation à la puissance 2. En fait. C'est pire que presque le sirop de fructose. Voilà. Donc la structure physique, alors je disais, ouais, donc le ménager, quand c'est broyé, on est là, et puis on déstructure de plus en plus. La pertisation, ça ce sont les pâtés, les conserves. C'est la technique de fabrication de conserve, ça s'appelle l'apertisation de monsieur Appert, en fait, qui était un Français, qui a inventé ça. Après, il y a le séchage, la lyophilisation et l'extrusion, donc la croquette. En fait. Donc c'est l'aliment le plus transformé qu'on puisse trouver. En fait. D'ailleurs, dans son livre là, sur l'ultra-transformation, il dit que on n'en tient pas compte, mais le procédé de fabrication est important. C'est-à-dire que dans l'ultra-transformation, il y a l'extrusion, donc c'est comme la croquette, et il y a le soufflage aussi. Alors les galettes de riz soufflées, en fait, c'est très mauvais. Et on a tendance à dire, ouais, c'est bon pour la santé, ça. Non, faut pas manger. C'est assez impressionnant. Hein. Dans son livre, il donne des exemples d'aliments ultra-transformés. Alors, les céréales pour les enfants, les céréales du petit déjeuner, pas bon du tout. Le pain de mie industriel, pas bon du tout. Les yaourts à 0% aux fruits, pas bon du tout. Les steaks végétariens, très mauvais aussi. Ça, voilà, tout ça. Donc, tout ce qu'on a, à chaque fois qu'on détruit la matrice, ils appellent ça la matrice de l'ingrédient de base, ça pose des problèmes, en fait. Comme ça. Voilà, et ça, alors je voulais juste vous donner ça. Alors, pour vous donner, par exemple, un exemple de croquette. Alors là, en rouge, ça, ce sont tous des aliments déjà, des ingrédients ultra transformés. Et on met des ingrédients ultra transformés dans une croquette qui est elle-même ultra transformée. Pour ça, je vous disais, c'est la puissance 2, en fait. Parce que quand on met protéines de volaille déshydratée, protéines, ça veut dire qu'on a extrait les protéines de la viande, et c'est plus de la viande, en fait. C'est de la protéine. Donc, elle a été complètement enlevée de sa structure, de sa matrice,
Et ça pose un problème. Quand on met gluten, c'est aussi une protéine, le gluten, protéine qu'on trouve dans les céréales, et bien là c'est pareil, on a extrait la protéine et elle n'est plus dans la céréale, donc ça c'est pas bon. Protéines déshydratées encore, protéines animales hydrolysées. Alors hydrolysées, ça veut dire qu'on non seulement on les a séparées, mais on les coupe en petits morceaux. Alors, et on fait ça parce que, a priori, c'est très bon, c'est moins allergisant quand elles sont hydrolysées. Et en fait, c'est ce qu'on continue à dire, et pourtant, il y a un fabricant qui a fait un aliment hypoallergénique avec des protéines hydrolysées. Hein, beaucoup de fabricants font ça, mais donc c'est un des premiers à avoir fait ça. Et ils ont testé cet aliment-là, au bout de plusieurs années, de pas mal d'années d'utilisation. Ils l'ont quand même testé sur des chiens qui faisaient des allergies alimentaires. Donc sur 22 chiens, pas beaucoup, 22 chiens, mais quand même, sur 22 chiens. Et sur les 22 chiens, il n'y en a que 5 qui ont été améliorés par l'aliment. Donc il y en a 17 qui ont continué à avoir une allergie alimentaire avec des protéines hydrolysées, en fait. Donc ça veut dire que ça ne marche pas, en fait, les protéines hydrolysées. Alors maintenant, ils en sont à faire un autre système. Ils prennent les protéines, alors ça s'appelle des nouvelles protéines, mais en plus hydrolysées. Et alors, ce fabricant-là, il a fait un aliment où il n'y a plus de viande, c'est de la plume et de l'amidon de maïs. Voilà. Alors en principe, la plume, c'est interdit d'utiliser dans l'alimentation animale, mais là, comme c'est un procédé de fabrication très particulier, ça a été autorisé quand même. En fait. Donc, mais enfin, je me dis que si l'ingrédient de base n'est pas bon, je ne vois pas comment on peut faire toutes les transformations qu'on veut, ça ne sera jamais bon. Ça me rappelle, c'est une anecdote, c'était au moment de la vache folle. Il y avait un vétérinaire qui disait, il faisait partie d'une commission sur l'alimentation de la poule. En fait, et donc, il y a une commission qui était présidée par le professeur d'alimentation de l'école vétérinaire Maison-Lafort, le professeur Ferrando. Et il dit, on était en train de calculer que dans les fientes de poules, il y avait encore des protéines, des choses comme ça, qu'on pouvait peut-être leur faire remanger leurs fientes. Donc en transformant, on faisait comme ça, alors on dit tous, alors à l'époque il n'y avait pas tellement d'ordinateurs, donc ils prenaient leur calculatrice et puis ils calculaient les protéines, les glucides, et puis ça, enfin tout, les minéraux et tout. Et puis, et donc on était tous affairés à faire ça. Et puis le professeur Ferrando, il avait les bras croisés, puis il nous regardait, puis il disait rien. Puis à un moment quand même, il y a un vétérinaire qui se retourne à professeur Ferrando, et il dit, qu'est-ce que vous en pensez, professeur? Il dit, vous en donneriez à manger à vos enfants du poulet qui a bouffé de la merde? Et en fait, on a tous rangé nos machines, et on a arrêté là. Donc simplement le bon sens, quoi. Mais c'est affolant. On arrive à se dire qu'on peut faire remanger leurs propres excréments aux animaux, l'organisme l'a rejeté et on va quand même leur redonner à manger. Mais c'est comment? Alors il y a un autre point sur les aliments ultra transformés, c'est le nombre d'additifs. Dans son livre, là, Anthony Fardet dit qu'il ne faut pas plus de 5. Au-delà de 5, c'est un problème. Sur les croquettes, on est facilement 7-8, c'est pas beaucoup, mais 10-12, c'est courant, en fait, voire jusqu'à 15. Alors dans les additifs, on va dire, mais c'est pas mauvais, c'est vitamines, du fer, des oligo-éléments, oui, mais ils sont complètement sortis de leur contexte. Donc, et en fait, si on a besoin de mettre tout ça, c'est que ça, déjà, c'est pas complet du tout. C'est qu'il y a plein de manques, c'est ultra carencé, quoi, ça. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre tout ça pour compenser la carence. Mais c'est c'est l'image qu'il donne, là, Tony Fardet. Il dit, vous prenez une équipe de foot, de division, enfin, de départementale, vous la mettez en championnat de France, même si vous mettez Mbappé dans l'équipe, ils ne sont pas champions de France. Hein. Donc c'est l'ensemble de l'équipe qui compte. Donc c'est pareil, les aliments, c'est l'ensemble de l'équipe. Si ça, c'est pas bon, on peut mettre des Mbappé, plein d'Mbappé, ça sera toujours pas bon, en fait, c'est ça. Donc voilà, les problèmes en fait qu'on peut avoir avec les aliments industriels. Donc pour la santé, quand on dénature la structure, c'est pas bon du tout, en fait. Et puis la vérité de l'animal. Alors je disais, faut observer son animal quand on donne un aliment. Il n'est pas bon dans l'absolu. J'ai fait une formation avec une spécialiste d'alimentation, la Maud Clavel, elle s'appelle, une vétérinaire, et j'ai bien aimé parce qu'elle disait quand je fais une ration pour un animal, j'ai dit aux gens, vous considérez que je me suis trompé. Ouais. On verra dans un mois, mais peut-être qu'il faudra tout changer. Ce que je pensais bon pour l'animal, ça ne lui convient pas en fait, il va falloir tout changer. Donc je pense que c'est un bon principe ça. Ouais. Et donc, alors, il y a s'intéresser à la qualité de la digestion. Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il a de la diarrhée? Est-ce que tout se passe bien? Donc ça, est-ce qu'il y a des fermentations, donc des gaz, tout ça? Enfin, il y a tout ça à prendre en considération. Et je disais, par exemple, sur la digestion, quand on donne un aliment humide à un chien, la vidange de son estomac se fait en 5 à 6 heures.
Quand on donne des croquettes, c'est 12 à 15 heures. Ouais, c'est ça. Donc nous, on voit des aliments, des chiens qui sont à jeun depuis au moins 12 heures quand on va les opérer, puisque pour la chirurgie, il faut qu'ils soient à jeun pour pouvoir les anesthésier, et ils vomissent leurs croquettes, en fait. 12 heures après, ils ont encore des croquettes, et les croquettes, elles ont la forme, elles sont molles, mais elles ont leur forme la même forme que quand ils les ont avalées. Et il y a une infirmière d'un vétérinaire qui me disait, bah oui, moi une fois, il y a un chien qui a vomi ses croquettes sur une serviette, j'ai mis la serviette dans la machine à laver, j'ai fait tourner la machine à laver, j'ai retiré le linge, j'avais les croquettes intactes au fond du tambour de la machine à laver. Voilà. Donc pour dire le travail de l'estomac pour réussir à digérer ça, en fait. Et puis, d'autre part, alors les croquettes, ça fait beaucoup travailler l'estomac. En médecine chinoise, on dit d'ailleurs que l'estomac déteste la sécheresse. Quand on est dans les croquettes, on a retiré 95% de l'eau, en fait. Donc c'est ultra sec. En fait. Donc l'estomac, ça ne lui plaît pas du tout. Et ça l'ennuie, c'est que ça provoque des inflammations de l'estomac. Et il y a des chiens, je disais, qui n'aiment pas ce qu'ils mangent, mais je pense qu'il y a même des animaux qui, quand ils mangent des croquettes, ça leur fait mal, en plus. C'est douloureux, en fait, dans le ventre. Donc c'est pour ça qu'ils ne mangent pas beaucoup, qu'ils n'en veulent pas beaucoup. Les animaux, ils disent, oh, il n'a pas beaucoup d'appétit, il mange ce qu'il faut, ça. Mais peut-être ça ne lui plaît pas, et peut-être qu'en plus, ça lui fait mal, en fait. Donc, parce que les animaux ne vont pas se plaindre de ce point de vue-là. Donc il y a ça. Après, bah, on parlait de l'appétit. Donc l'animal, voir s'il mange facilement son aliment ou pas. Après, voir la qualité de la peau et du pelage, ça c'est important. Et c'est impressionnant quelquefois de voir, quand on changeant de régime alimentaire, le changement rapide en plus sur la peau, parce que ça change les sécrétions de la peau et donc la texture du pelage. Et le pelage devient plus brillant, plus doux, comme ça. C'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. Donc ça, c'est un point important aussi. Les masses musculaires, ben ça, j'ai un monsieur alors, qui commercialise des aliments surgelés. Et lui, il avait un élevage de Doberman. Et il dit, je les nourrissais avec des aliments classiques industriels. Et il dit, mes Doberman, ben, mes mâles, ils faisaient à peu près 40 kilos. Et puis, bon, j'ai trouvé bien comme ça. Et puis, je suis passé à l'aliment, justement, avec viande, légumes, ça. Et il dit, ils ont changé complètement de morphologie. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient gras, en fait. Ils ont perdu leur graisse. Ils ont gagné en muscle. Il dit, ils se sont développés du point de vue musculaire. Il dit, c'était plus les mêmes chiens, en fait. Hein. Il y avait une masse musculaire beaucoup plus importante et beaucoup moins de gras. Et il dit, c'est impressionnant à voir, la transformation du corps de l'animal, assez rapidement en plus, à la fonction du régime alimentaire. Donc il y a ça. Donc la vitalité, bien sûr. L'animal soit en forme, il soit surtout alors on va prendre un autre point sur la vitalité. C'est actuellement, c'est pas l'alimentation, ça. Mais on entend beaucoup dire que quand on prend un chiot, quand on adopte un chiot, il faut lui faire pas plus de 5 minutes d'exercice de promenade quotidienne par mois de vie. C'est-à-dire qu'un chiot de 3 mois, c'est un quart d'heure par jour de promenade. Voilà. Donc, alors la raison, c'est parce qu'on a très peur au problème de hanche, de dysplasie, ce qu'on appelle, et s'il y a trop d'exercice, oh là là, ça peut abîmer les hanches. En fait, c'est faux, c'est complètement faux. Au contraire, plus il y a de muscles, mieux ça vaut, en fait. Donc, le chien peut faire beaucoup plus. Et moi, je suis surpris maintenant de voir des gens qui me disent, mon chien, ben on le promène, mais au bout de 5-6 km, il est fatigué. Et 5-6 km, c'est ridicule pour un chien. Il y a un monsieur qui a je le vois de temps en temps, il a des huskies, il fait de l'attelage avec ses chiens. Donc il fait des compétitions en montagne d'attelage. Et je lui ai demandé, les plus longues distances que vous parcourez, c'est combien? En une journée, il m'a dit 100 km. Donc quand on dit qu'un chien est fatigué au bout de 5-6 km, je dis que là, il y a un problème, en fait. Il y a un problème sur le chien. Donc pas assez d'exercice, c'est peut-être aussi l'aliment, peut-être d'autres choses. Donc c'est ça. Alors, moi, mon chien, c'est un tout petit chien. Il a une JTKL naine qui fait 5 kilos. Ben, ma femme, elle court 2 fois par semaine avec lui. Elle fait entre 10 et 13 km. Et il arrive, il n'est même pas essoufflé, quoi. Sauf s'il fait chaud. Mais de ce temps-là, il n'a jamais la gueule ouverte pendant tout le trajet. Il n'est pas fatigué du tout au bout de ce temps-là. Donc il pourrait courir bien plus et sans problème, quoi. Et en plus, beaucoup plus vite, elle dit, même il m'attend, quoi, parce que il va plus vite que moi. Donc c'est ça. Donc ouais, les chiens ont une capacité à faire de l'exercice, faire de l'activité physique qui est énorme. Et un chien qui se fatigue vite, c'est pas normal du tout, quoi. C'est un problème. Donc il y a ça. Après, alors les maladies inflammatoires, on en a parlé un peu sur l'aliment. Il y a plusieurs choses dans les maladies inflammatoires. Alors il y a le fait de la déstructuration des aliments. Ça, c'est très très important. Alors ce sont des maladies inflammatoires très particulières et quand on les cherche, on en trouve énormément. C'est dans l'intestin. Quand un aliment est trop transformé, la protéine est trop transformée, l'organisme ne le reconnaît plus comme un aliment, mais comme un agresseur, donc il va fabriquer des anticorps contre l'aliment. Et l'ennui, c'est que ces anticorps, quelquefois, se retournent contre le corps.
Et on va se retrouver avec des maladies de peau, mais même des maladies graves, des pancréatites, des hépatites, des néphrites, tout ça. Donc ça touche les reins, le foie, comme ça. On peut avoir des maladies graves liées à ça. Et ça, c'est sur les maladies inflammatoires chroniques. Ben, j'ai un ami vétérinaire, enfin, on était ensemble à l'école, puis on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Il a beaucoup travaillé sur ça. Et il faisait des biopsies, en fait, de l'estomac, de l'intestin. Et il dit, sur les phénomènes inflammatoires, je trouvais ça. Alors ça s'appelle des gastrites ou des entérites lymphoplasmocytaires. Et je trouvais ça dans 70% des cas. Il dit, il y a des races. Il dit, alors le bulldog français en particulier, sur tous les bulldogs français que j'ai fait, c'est 100%. En fait. Voilà. Donc, gros problème, en fait, c'est très très important ce phénomène-là, et on n'en tient pas compte. Et après, c'est difficile de revenir en arrière, surtout que je pense que ça se transmet à la descendance. Ouais. Cette faculté à fabriquer des anticorps contre l'aliment va se transmettre de la mère à ses chiots, ou de la mère à ses chatons. Donc on va avoir des générations comme ça, qui font ça. Alors actuellement, les ingrédients qui provoquent le plus ce genre de choses, les intolérances alimentaires, c'est alors chez le chien, le bœuf, les produits laitiers, les céréales et le poulet. Et chez le chat, les 3 premiers c'est pareil, et le 4e, on ne sait pas, avec les poissons comme ça, mais je ne suis pas sûr. Donc ce sont les 3 premiers. Le premier, bœuf, le produit laitier, céréales, en fait, les 3 premiers. Et alors les produits laitiers, il n'y en a pas dans les aliments industriels. Par contre, le bœuf et les céréales, c'est très utilisé, et le poulet chez le chien, très utilisé. Et pourquoi on a ces problèmes-là? C'est parce que ce sont les plus utilisés. Donc on a transformé l'aliment, et en fait, les animaux se sont mis à se défendre contre ces aliments-là. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne d'autres protéines. Donc maintenant, on donne des hypoallergéniques à l'agneau, au saumon, au porc aussi. Mais l'ennui, comme ce sont des aliments aussi ultra transformés, un jour, ils vont être intolérants à ces aliments-là. Et l'ennui, c'est qu'ils vont être intolérants à de plus en plus d'aliments. Et la spécialiste d'alimentation, là dont je vous parlais, Maud Clavel, elle dit, elle a un chien, elle dit, on ne sait pas comment le nourrir, il est intolérant à toutes les viandes pratiquement. Et quand on fait un régime ménager, quelle que soit la viande, il part en diarrhée. Donc on ne sait pas comment le nourrir. Eh ben, on va se retrouver de plus en plus avec des chiens comme ça, qui vont être intolérants à tout, en fait. Donc, à cause des aliments trop transformés. Donc, il faut commencer à changer un peu, parce que actuellement, c'est quand même une très très forte proportion d'animaux qui sont nourris avec ces aliments-là. En fait. Donc, il y a ça. En plus, ça va modifier aussi la flore digestive, parce qu'un aliment, comme je disais, si vous prenez un aliment humide, vous le mettez sur la table, un morceau de viande, il va être colonisé par les bactéries, les champignons, comme ça. Il va y avoir plein de vie, en fait, qui naît à partir de ça. Vous mettez une croquette, il y a 0 en vie qui se développe dessus. De toute façon, on a vu un 8%, c'est incompatible avec la vie. Donc, les bactéries, les champignons ne peuvent pas se développer là-dessus. Et donc, le problème, c'est que dans les intestins, les nôtres aussi, hein, il y a énormément de bactéries, de champignons, de ça, qui se nourrissent des aliments qu'on absorbe. Or, si on a un aliment qui ne permet pas le développement normal des bactéries comme ça, ça pose aussi un problème de la digestion, en sachant que c'est la mère au moment de la naissance, l'accouchement de la misbar, on dit sur les animaux, qui transmet la flore digestive à ces petits. Donc si sa flore digestive est transformée, c'est des petits aussi, en fait. Donc ça pose un problème. En principe, c'est la flore qu'on aura toute notre vie. Donc d'où la difficulté quelquefois de traiter ces problèmes-là. Très très difficile de revenir en arrière. Il faudra peut-être même plusieurs générations pour revenir en arrière. En fait. Donc il y a ça. Donc maladies inflammatoires, les maladies chroniques, ça vient un peu, mais on a beaucoup de maladies, ce qu'on appelle métaboliques, avec, je disais, les diabètes, les insuffisances rénales, les insuffisances hépatiques, comme ça. Ça, toujours assez important. Alors sur l'insuffisance rénale, actuellement, on nous dit qu'il faut diminuer les protéines, pas de protéines animales, de protéines végétales et diminuer les protéines. En fait, c'est faux, ce sont des animaux qui souvent perdent du muscle, donc ils ont besoin de protéines, mais il faut les protéines de bonne qualité. D'ailleurs, même des spécialistes d'alimentation le disent maintenant, il faut des protéines de bonne qualité. L'ennui, c'est quand elles sont transformées, elles ne peuvent pas être de bonne qualité, en fait. Donc il faut revenir à des aliments beaucoup moins transformés. Et on voit moi j'ai vu, il y a des vétérinaires qui diraient je suis fou de faire ça, mais qui donnaient des chiens ou des chats qui prenaient des aliments pour les insuffisants rénaux avec un taux très faible en protéines. Certains, c'est même une carence en protéines qu'on a dû pratiquement. Donc c'est avec très faible en protéines. Et je leur dis, vous arrêtez ça, vous donnez de la viande. Beaucoup plus de viande, des légumes, comme ça. Et alors on dit, c'est très mauvais, en plus la viande, il y a plein de phosphore, c'est mauvais pour les reins, comme ça. Et en fait, ils vont beaucoup mieux. L'insuffisance rénale n'augmente pas, et ils reprennent du poids, ils sont beaucoup mieux. Et ils vivent beaucoup mieux comme ça. Donc non,
On est sur des principes qui sont complètement faux. Et moi, j'ai le souvenir, enfin, c'était quand j'étais chez mes parents, on avait eu une chatte qui a mangé que du poisson toute sa vie. C'était hyper déséquilibré, son régime. En plus, c'était du poisson cuit, je veux dire, alors que les chats ont besoin de viande crue, parce qu'ils ont besoin d'un acide aminé qui s'appelle la taurine et qui est détruit par la cuisson. Et donc, elle a mangé que du poisson cuit toute sa vie, pratiquement pas de légumes, pas de croquettes, pas de pâté, rien, que ça, pratiquement. Et donc, c'était hyper déséquilibré, très mauvais comme régime. Alors, elle a fait une insuffisance rénale, elle a commencé une insuffisance rénale à 12 ans. Et puis, à l'époque, on n'avait pas tous les moyens qu'on a pour traiter maintenant, quoique la plupart des médicaments qu'on nous commercialise actuellement contre l'insuffisance rénale sont peu efficaces. Hein. Ils sont chers, mais pas très efficaces. Mais il y a un vétérinaire qui est enseignant à l'école vétérinaire de Nantes, j'avais eu une conférence de lui, et il disait, ces médicaments-là, je pèse mes mots, on a fait des études, ça ne prolonge pas la vie de l'animal. Donc pour dire leur efficacité est très faible. En fait, on a bien meilleurs résultats avec les traitements par les plantes, en fait. Mais cette chatte-là, je disais, elle a commencé à 12 ans une insuffisance rénale, et elle est morte à 19 ans. Donc elle a vécu 7 ans avec son insuffisance rénale en mangeant pratiquement que du poisson. Donc, comme quoi, c'est pas si mauvais que ça, du moment que les protéines sont de bonne qualité, même l'insuffisance rénale, ils peuvent vivre longtemps avec. Et donc, il y a ça. Et d'ailleurs, même ma mère avait dit, on allait chez le vétérinaire, à ce moment-là, c'était. Et elle avait dit, ça m'embête, elle mange que du poisson. Il a dit, oh, vous en faites pas. Moi, j'ai eu 2 siamois, ils ont mangé du poisson toute leur vie, ils sont morts à 20 ans. Donc, voilà. Et donc, voilà les maladies chroniques et le comportement. Alors ça, j'ai dit, les aliments ultra transformés, ça provoquait des dépressions chez les humains. Et bien alors, il y a un autre phénomène, c'est les glucides sur ça. Alors, on disait aussi, sur la maladie inflammatoire, on va parler un peu plus des glucides. Quand il y a trop de glucides, c'est trop d'énergie dans l'organisme. Et donc, il y a 3 façons de les utiliser, les glucides. Soit on les stocke, donc on fait de la graisse. Donc, c'est surtout les glucides qui font grossir les animaux, qui les rendent obèses. Soit il faut les éliminer, c'est de l'énergie, donc c'est éliminé par l'organisme sous forme de chaleur. Et la chaleur, c'est de l'inflammation, en fait, dans le corps, quand on élimine sous forme de chaleur. Donc, beaucoup de problèmes de peau, beaucoup de maladies inflammatoires. Alors, on trouve énormément chez les chats maintenant de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui sont très difficiles à faire passer. Et en plus, ça débouche quelquefois sur des lymphomes digestifs. Ça provoque des lymphomes digestifs qui sont des cancers de l'intestin, en fait. Donc ça, c'est quand même très grave. Et puis, la troisième façon d'utiliser les glucides, c'est l'énergie, donc il faut se dépenser, donc l'hyperactivité. Et on a pas mal d'animaux qui sont hyperactifs à cause du taux de glucides trop important dans l'alimentation. Et c'est étonnant, c'est quelquefois en changeant de régime alimentaire, de voir le changement de comportement de l'animal. Et moi, je me souviens, il y avait un monsieur qui avait, alors c'était un malinois, donc ce sont des chiens déjà assez nerveux. Et en consultation, il faisait des bons, quoi. C'est très utile, il était gentil, pas méchant, mais impossible en consultation. On a changé l'aliment. Alors, je ne dis pas qu'il était calme, mais alors on pouvait faire la consultation. C'était possible à nouveau. Donc, rien qu'en changeant l'aliment. Donc, c'est vraiment un point vraiment important aussi, le comportement, pour ça. Donc, en fait, c'est ça que j'appelle la vérité de l'animal. Il faut regarder tout ça et puis voir si l'aliment convient ou pas. Quoi. Si ça peut être lié à un problème alimentaire. Voilà. Ça. Donc j'ai appris, en fait, alors sur tout ça, c'est quand même sur avantage à la ration ménagère, hein, sur la santé largement. Je dirais que le croquette, c'est pratiquement le pire, en fait, pour la santé. Les pâtés, c'est mieux. Les surgelés, broyés, c'est mieux aussi. Alors sur le broyé, il y a aussi la question de la santé bucco-dentaire. Parce que le chien, il est fait pour broyer, déchiqueter de la viande, comme ça, broyer des os, enfin casser des os, déchiqueter de la viande. Et le chat aussi, d'ailleurs. Alors, on me donne des lamelles à mâcher comme ça, mais c'est vrai que c'est pas parfait. Et donc, l'idéal, c'est le régime BARF qui a été fait, c'est donner de la viande avec les os, en fait. Mais l'ennui, c'est si le chien n'a pas été habitué, il risque d'avaler les os tout ronds, comme ça, et c'est pas bon. Alors, pression quand même, si on donne de la viande avec des os, c'est cru, surtout pas cuit. Les os cuits, c'est très dangereux. Moi, j'ai un monsieur, il donne des poulets entiers, il a un dog allemand, et il lui donne des poulets entiers. Et donc le chien, il broie ça, il casse ça, il mange ça. Et l'os de poulet pose pas de problème. Hein. L'os de poulet pose pas de problème, à condition que ça soit pas cuit, et aussi à condition que l'animal soit habitué un peu à manger ça, à broyer en fait. Hein. Parce que l'ennui, c'est qu'avec souvent les croquettes sont habituées à tout avaler. Donc quelquefois on leur donne des os et puis ils avalent des grands morceaux comme ça qui peuvent rester coincés. Donc c'est un peu l'inconvénient des os, en fait, de donner des os, de ce qu'on appelle des os charnus, si l'animal n'est pas habitué. Ça, il faut faire attention à ça. Donc il y a ça.
Donc, pour résumer un petit peu tout ça, voilà, moi je me suis fait, ça s'appelle des graphiques radars, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on prend les 3 critères, le côté la santé, donc plus on va vers l'extérieur, mieux c'est, en fait. Le plaisir, le prix et le côté pratique. Donc voilà, et puis si on fait le graphique avec la ration ménagère, ben on voit que pour la santé c'est plutôt bon, pour le plaisir aussi, le prix moyen en fait, hein, et l'aspect pratique, ben, pas très pratique pour l'instant. Et on regarde les croquettes, plaisir pas terrible, santé pas terrible, prix oui c'est nettement mieux, alors surtout sur le bas de gamme, et le côté pratique aussi très important. Et en fait on a les deux opposés. En fait. La ration ménagère par rapport aux croquettes, et la pâtée se situe un petit peu entre les deux. Alors la pâtée, par contre, son gros point faible, c'est le prix. Si elle était là, elle serait moyenne partout, en fait, la pâtée. En fait. Non moyenne partout. Donc son principal problème, c'est le prix. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé. Donc on peut faire ça pour tous les aliments. Ça permet de se donner une idée. Alors c'est comme je disais, c'est pas de quelqu'un qui me dit je veux donner des croquettes, c'est pas de juger en disant c'est mauvais ce que vous faites pour votre animal. Moi, je commence pas trop par ça, par dire la santé. On commence par le côté pratique, le prix, comme ça, pour définir un peu. Parce que je veux pas non plus que les gens culpabilisent après de donner des croquettes si eux, ils peuvent pas donner autre chose. Même le prix, pour le prix, s'ils peuvent pas mettre plus cher, on peut pas leur dire vous êtes un mauvais maître hein, parce que vous donnez pas un bon aliment à votre animal parce que vous n'avez pas les moyens. C'est quand même très dur de dire ça. Donc je pense qu'il faut s'adapter à chaque cas et d'essayer de donner le meilleur possible en fonction des moyens et des contraintes de la personne. Après, alors si je finis par ça, si j'ai un peu de temps, j'ai pris beaucoup de temps là, mais c'est une formule, alors c'est bête, on connaît un peu la formule d'Einstein, E égale MC2. Alors E égale MC2, alors c'est pour vous dire ce que c'est. E c'est l'énergie, M c'est la masse, et C c'est la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la lumière au carré, donc la vitesse de la lumière multipliée par elle-même. Et donc ça correspond à, alors je vais mettre ça, là j'ai transformé la vitesse de la lumière, j'ai transformé c'est la vitesse simplement. Et pourquoi? Parce que, alors bon, ça c'est la physique, mais en physique, l'énergie, c'est qui en joule, en calories, c'est égal à des kilogrammes multiplié par la vitesse, c'est une distance pendant un certain temps. C'est une distance sur un temps. Donc c'est égal à l'énergie en joule est égale à des kilogrammes, donc la matière, une quantité de matière, multipliée par une distance au carré, divisé par un temps carré. Donc c'est ça. Alors j'ai repris la formule, j'ai développé un peu. La vitesse au carré, c'est la vitesse multipliée par elle-même. Et une vitesse, c'est une distance parcourue en un certain temps. C'est ça. Donc, alors ça, c'est intéressant. Alors, je ne vais pas évaluer ça, mais c'est étonnant parce que ça correspond exactement aux 5 éléments de la médecine chinoise. En fait, l'énergie, c'est le poumon, c'est le métal. La matière, c'est la rate, c'est la terre. V, c'est le mouvement, c'est lié au bois, en fait, à l'élément bois. T, le temps, c'est lié à l'élément eau, on va voir d'ailleurs, c'est un rapport. Et D, la distance, on va voir pourquoi ça correspond à l'esprit. Et c'est l'élément feu, en fait. Donc, en allant plus loin, j'ai écrit un train, je ne sais pas si ça paraîtra dans Taïchi Magazine, justement sur cette correspondance entre une forme physique et les 5 éléments de la médecine chinoise, c'est très surprenant. J'ai l'impression que c'est un copier-coller, et sauf qu'ils ont trouvé ça il y a 5000 ans, et ça correspond pas. Et alors j'ai repris cette formule-là pour voir ce que c'est. C'est intéressant. Alors l'énergie, ça c'est l'énergie de la ration. Dans l'alimentation, si on prend cette formule-là, qu'est-ce qu'il y a dans cette énergie de la ration? Donc c'est ça. E c'est l'énergie. M c'est la quantité d'aliments qu'on va donner. Donc l'énergie elle est en fonction de la quantité d'aliments qu'on va donner. C'est logique. Plus on donne d'aliments, plus on apporte d'énergie. Après D, alors j'ai dit, moi je disais c'est l'esprit. D c'est la distance. C'est-à-dire que je compare ça à un tireur à l'arc. C'est-à-dire que le tireur à l'arc, il a la matière, ce qu'il va envoyer, c'est la flèche. L'énergie qu'il va mettre, c'est la tension de l'arc. Hein. Le mouvement, c'est le trajet de la flèche. Le temps, c'est le temps que la flèche va mettre pour atteindre la cible. Mais la distance parcourue et la direction, ça, c'est l'intention de l'archer. C'est lui qui a donné l'information, c'est son esprit qui a défini ça. C'est pas l'arc, c'est pas la flèche, c'est uniquement, et c'est même pas sa position, ça dépend de son intention.
Donc c'est l'information qui va donner à la flèche pour aller à telle distance. Donc c'est pour ça que D, j'ai dit, ça correspond à l'intention, à l'information. Et dans un aliment, je disais, ça correspond à l'information qu'il y a dans l'aliment. Donc qu'est-ce qu'il y a comme information? Il y a l'odeur, il y a le goût, il y a la texture, mais il y a aussi beaucoup plus. Alors ça, c'est pareil, c'est le physicien Marc-Henri qui disait ça. Dans l'eau, l'eau tient enfermée en elle de l'information, et c'est ce qu'on a appelé en homéopathie la mémoire de l'eau. En fait. Et elle est capable de capter certaines informations sous forme d'ondes et de les garder entre les molécules. Parce qu'il y a une distance entre les molécules d'eau, et visiblement, il y a une possibilité de conserver une certaine quantité d'informations. Et cette information, elle est dans le vide autour. Et c'est un autre physicien, il s'appelle Nassim Haramein, qui disait sur l'information, c'est assez impressionnant les chiffres qu'il donne, c'est en physique quantique, ils disent le vide contient 10 puissance 120 fois plus d'informations que la matière. 10 puissance 120, c'est-à-dire c'est un 1 avec 120 zéros derrière, hein, c'est ça, la quantité. Donc c'est phénoménal l'information qu'il y a dans le vide, et visiblement l'eau a la capacité à enfermer une partie du vide pour avoir donné cette information. Donc quand on enlève l'eau dans un aliment, on enlève une grande partie de l'information. Et on voit, l'énergie, c'est en fonction de l'information aussi. C'est-à-dire que pour avoir une bonne énergie dans l'aliment, il faut de l'information. Si on enlève la matrice, on détruit la matrice de l'aliment, on le modifie trop, on n'a plus l'information, et c'est pas la bonne énergie en fait qu'on a. Donc c'est une formule physique en fait qui nous donne l'explication aussi. T, c'est le temps. Alors dans un aliment, c'est son temps de conservation. Et avec, on remarque que c'est divisé par le temps. Donc ça veut dire que plus le temps est long, moins il y a d'énergie. L'énergie est bonne. C'est-à-dire qu'un aliment qui est conservé longtemps a moins d'énergie qu'un aliment qui est consommé tout de suite. Et quand on donne des aliments qui se conservent très longtemps, eh ben en fait, c'est pas bon du tout. L'énergie n'est pas bonne du tout. En fait, il vaut mieux un aliment qui se conserve peu et absorber rapidement. En fait, hein, pour avoir de l'énergie. Et d'ailleurs, en médecine, enfin, je prends parce que la médecine chinoise, ils disent d'ailleurs avec le temps, il perd son jin, en fait, c'est son essence, en fait. Donc c'est en partie aussi de l'information, je me sais qu'il perd. Et puis après, le dernier point, c'est la vitesse, mais c'est la vitesse de dégradation et de digestion. Donc plus un aliment se digère rapidement, et plus il est, en fait, c'est sa dégradation, ben, ça va un peu avec le temps de conservation, plus il se dégrade rapidement, en principe, plus il peut apporter d'énergie. Donc, avec une simple formule comme ça, on retrouve tout. En fait, on peut prendre on peut prendre le régime ménager, la pâtée, les croquettes, le lyophilisé, et appliquer ça sur-dessus, et on sait si l'aliment apporte vraiment de l'énergie, une bonne énergie ou pas, en fait. Parce que c'est pas plus qu'une quantité d'énergie, c'est la qualité aussi d'énergie qui compte. Et je voulais prendre l'aspect temps aussi. Quand on parle de la teneur en eau, ça, c'est le temps est beaucoup lié à la teneur en eau. En fait, à l'eau. Quand on veut conserver un aliment, qu'est-ce qu'on fait? On le déshydrate, on fait des croquettes, c'est-à-dire qu'on enlève l'eau. Quand on enlève l'eau, on ralentit le temps, en fait, on augmente surtout son temps de conservation. Ou alors on le congèle aussi, on bloque les molécules d'eau. Si on laisse l'eau libre, l'aliment, le temps de conservation n'est pas long, en fait. Donc pour jouer sur l'eau, avant on mettait aussi dans le sel des saumures pour retirer en partie l'eau de l'aliment. Donc la conservation de l'aliment est très liée à l'eau, d'où l'importance en fait de l'eau aussi dans les aliments. Une grande importance. Et après, dans ces formules-là, on se rend compte que ça joue aussi après sur la qualité de l'énergie qu'on apporte. Voilà. Donc on retrouve ça. Voilà. Donc je pense que j'ai fini après. Voilà. Donc maintenant, quand on veut nourrir son aliment, c'est à vous de choisir en fait en fonction de tout ça. Alors c'est vrai que quand on m'écoute, on va dire les croquettes le moins possible. Mais je comprends aussi que c'est parce que on peut pas nourrir c'est un carnivore, il n'a pas tout à fait la même alimentation que nous. Donc il faut préparer spécialement pour l'animal, il y a tout un tas de règles à suivre. Ceci dit, comme je disais, moi, la chatte, quand elle est chez mes parents, elle a mangé que du poisson toute sa vie et puis elle a très bien vécu. Donc les règles, c'est bien, mais on peut prendre quelques libertés quelquefois avec ces règles-là. Et puis même chez nous, quand on voit les régimes alimentaires sur les 10 enfants à différents endroits de la planète, c'est quand même très très différent. Et on arrive tous à vivre quand même, quoi. Donc il y a des marges, pas de progression, mais il y a une marge très importante en fait dans l'alimentation. Il ne faut pas dire, je trouve que c'est ça, en alimentation, comme on dit maintenant, très scientifique, il faut prendre exactement tant de ça, et puis on calcule tous les acides aminés, ça, c'est complètement aberrant, quoi. L'organisme, lui, il
il compose avec beaucoup de choses, quoi. Actuellement, on nous dit que nous sommes tous carencés. Alors c'est un bon moyen pour nous vendre plein d'additifs alimentaires, mais en fait, si l'aliment de base est de bonne qualité, on n'est pas si carencé que ça, quoi. Ça passe bien. Donc, c'est ce que dans son livre, Tenny Fardet sur les aliments ultra transformés, il disait il faut manger vrai, donc vrai, c'est-à-dire l'aliment d'origine de base, pas trop transformé. Il faut manger varié. Alors c'est vrai aussi pour le chien et le chat d'ailleurs. Hein. Manger varié, c'est important. Les fabricants d'aliments nous disent non, il ne faut surtout pas varier. Bah forcément, il ne faut pas changer de marque. Hein. Donc alors que c'est très important de manger varié. Et alors lui, il dit qu'il faut manger végétal, parce que pour l'homme, il estime qu'il faut manger beaucoup plus de végétaux que de produits d'origine végétale que d'origine animale. Ce qui ne veut pas dire de ne pas manger d'origine animale, hein, mais manger beaucoup plus végétaux. Alors que là, on est sur des carnivores. Donc eux, c'est l'animal. C'est leur place dans la chaîne alimentaire, il ne faut pas leur enlever. Eux, c'est surtout de la viande, surtout des proies qu'ils mangent. Donc voilà, donc il faut simplement respecter ce qu'a fait la nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Et alors quand je dis ça, ça me rappelle, j'avais discuté avec une spécialiste d'alimentation, quand je dis se rapprocher du régime naturel, elle me dit « Oh, mais la nature, ça ne veut rien dire. De toute façon, dans la nature, les animaux, ils sont tous moches, et personne ne voudrait un animal comme dans la nature. » Bon, j'ai dit, si c'est ça maintenant la théorie, on va laisser.